Bonjour, c'est Alexis Michel, spécialiste médias sociaux et créateur de contenu, entre autres sur le compte Bonne Bouffe Montréal. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mangeons Marketing. Mangeons Marketing, c'est quoi? C'est un balado qui a pour but de mettre en lumière les humains, les personnes qui font l'agroalimentaire au Québec. On va voir dans ces balados, dans cet épisode, les succès, les échecs. On va aller voir les coulisses derrière nos différents invités. Aujourd'hui, on a un épisode exceptionnel avec une personne exceptionnelle. On va avoir beaucoup de valeur à vous partager. Mais avant de commencer, je tiens à remercier Origine qui produit et diffuse ce balado et La Grappe qui le commandite. Si vous ne connaissez pas La Grappe, qu'est-ce que c'est? C'est un collectif marketing spécialisé dans l'agroalimentaire. Donc, si vous avez besoin de création d'une image de marque, gestion des médias sociaux, création de site internet, c'est clairement à eux qu'il faut faire affaire. Et petite surprise, si vous restez jusqu'à la fin de ce balado, vous allez avoir quelque chose qui va pouvoir vous aider avec votre entreprise agroalimentaire. Notre invité s'appelle Bernard Lavallée, il est nutritionniste, auteur, chroniqueur télé, animateur radio, il fait plein de choses, il commercialise également des produits et le but de cet épisode c'est de creuser qu'est-ce qui se cache derrière la personne mais également l'entreprise Bernard Lavallée, on va parler de tout ça. Bienvenue Bernard, comment ça va? Merci, ça va très bien toi? Super, la première question que je pose souvent aux invités, encore plus quand c'est multi-activité, comment tu te définis quand tu rencontres quelqu'un? Je déteste me définir. C'est hyper difficile. Puis souvent, ce que je vais choisir, c'est, mettons, si je m'en vais à une émission où on va parler de tel angle particulier, je vais trouver une façon de me définir ou tu sais, je prends les trucs de moi qui font que j'ai rapport d'être à cette émission-là ou pour ce projet-là. Parce que effectivement, je porte tellement de chapeaux que j'ai souvent de la difficulté. Puis la première chose que je veux dire aux gens, c'est je suis nutritionniste. Ouais. Mais parce que c'est comme le chapeau c'est ce qui chapeaute tout. Mais la réalité, c'est que c'est probablement la pire description de ce que je fais, c'est de dire que je suis nutritionniste. Fait que c'est vraiment difficile. Mais souvent, mettons, le plus simple, c'est, je vais dire que je suis nutritionniste puis que je travaille dans les médias, que j'ai touché à tous les médias différents pour parler d'alimentation. Et puis là, j'oublie souvent de dire aussi, j'ai une compagnie de semences. Ça, j'oublie très souvent de le dire. Okay. Mais c'est pas mal les deux gros chapeaux. Des deux grosses parties de ma vie, c'est la communication en alimentation, sous toutes ses formes, comme tu viens de le dire. Et après ça, ma compagnie de semences. Donc, t'adaptes quand même... Mais j'adapte toujours un petit peu, genre, c'est ça, je vais toujours l'adapter. Puis ça fait pas longtemps que j'ai commencé à me définir aussi... Ah non, je le dis même pas comme un entrepreneur, là. Ouais. Tu sais, genre, j'allais dire... Non, c'est très rare que je dise je suis entrepreneur. J'ai comme... Non, tu sais, je peux dire j'ai une compagnie ou peu importe, mais c'est comme... C'est drôle parce que j'ai de la difficulté. On dirait que, vu que j'ai pas un certificat qui le prouve, que tu sais, j'ai un diplôme qui prouve que je suis nutritionniste et j'ai fait partie d'un autre professionnel qui prouve que je suis nutritionniste, donc j'ai le sceau d'approbation où j'ai le droit de dire que je suis un auteur parce que j'ai vraiment des livres pour vrai, tu sais. Mais t'as une entreprise pour vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais je comprends. T'as raison. Mais il y a des trucs comme ça que des fois, j'ai de la difficulté à le dire parce que je suis comme, mais tu sais, je le fais, mais... Ou tu sais, c'est comme si je te disais, tu sais, je fais le montage vidéo de toutes mes vidéos que je fais sur les médias sociaux, c'est moi qui monte les vidéos moi-même. Mais je suis pas un monteur vidéo, tu comprends, puis je me définirais pas comme ça. Mais c'est une autre tâche que je fais et que des fois, je peux passer la journée entière à juste faire du montage vidéo. Mais je suis nutritionniste. Tu sais, c'est comme... Fait que très souvent, je suis comme... Ça a tellement pas rapport. Même des fois, ça m'arrive, je suis en tournage pour, mettons, sur Moi Je Mange, donc une émission à laquelle je participe à Télé-Québec. Puis là, on fait des sketchs, mettons. Tu sais, puis là, je suis comme déguisé. Je suis en train de faire un sketch à la campagne, genre, on est en plein milieu de la semaine, puis je suis comme... Je suis nutritionniste. Si mes collègues avec qui j'ai étudié à l'université, genre, vous voyez, qu'est-ce que ça m'a mené d'étudier en nutrition? Je suis comme, ça n'a tellement pas rapport que ce que je fais. Mais je suis très heureux, Fait que, bref, ça pour dire, à ta question, j'ai très souvent de la difficulté à me définir puis à définir ce que je fais. Mais c'est hyper intéressant parce que, on en parlait un petit peu hors caméra, que c'est un petit peu le profil qui va être intéressant dans Mangeons Marketing, un petit peu comme Chef Oli, vous êtes votre propre marque. Ouais. Et lui, déjà, ce qui est intéressant, c'est que, comme toi, il a du mal avec le mot... non, c'est pas qu'il a du mal, mais c'est à se définir, c'est compliqué. T'es chef, mais à la fois, t'es dans les médias. Donc, tu sais, comment tu t'ajustes? Lui, il a tranché, il a dit, je suis chef, mais à la fois, il est aussi autre chose. Comme toi, tu utilises beaucoup nutritionniste parce que c'est un petit peu ce qui rassure, la base de tout ça. C'est la crédibilité, peut-être ça soit une certaine crédibilité pour ce que je vais dire. Mais c'est tellement plus. Puis si j'avais, en fait, puis tu vois, le pire, je réfléchis en même temps que toi, mais
je pense que, mettons, si je pense à Chef Oli, mettons mon œil extérieur, je suis comme, oui, il faut qu'il se définisse comme chef. Parce que de l'extérieur, même si tu vois à la télé en train de cuisiner ou de parler de bouffe, tu veux pas qu'ils te disent « je suis chroniqueur à la radio ». Comme tu le vois bien qu'il est en train de parler à la radio, tu vois bien qu'il est à la télé. Toi, ce que tu veux savoir, c'est pourquoi tu es à la télé. 100%. On t'amène parce que tu es chef. Dans le fond, peut-être que c'est un peu la même chose pour moi. C'est pour ça, je pense que nutritionniste est toujours resté. Puis c'est même dans le nom de mon brand, le nutritionniste urbain. Exact. Mais pourquoi? C'est parce que c'est pour ça que c'est un peu pertinent, c'est ce qui a amené, on va dire, après à faire la suite. C'est la base de tout, au final, le fait que tu sois nutritionniste. Oui, complètement, à 100%. Puis tu sais, je veux dire... Je pense que justement ma marque, parce que tu dis comme Bernard Lavallée, c'est une marque, mais je le vois pas de cette façon-là. Moi, dans ma tête, c'est le nutritionniste urbain qui est une marque. Mais tu as raison, tu as 100% raison. Puis je pense que même dans les dernières années, j'ai travaillé plus la marque Bernard Lavallée plus que la marque le nutritionniste urbain parce que je réalise que je veux que les gens s'associent. En fait, je veux me donner une liberté de pouvoir faire ce que je veux, puis que les gens soient capables de dire « Ah ouais, ben c'est Bernard, là, il fait ça, Bernard. » Tu sais, comme, donc, mettons, les semences, ça n'a aucun rapport avec la nutrition. En tout cas, je suis capable de trouver des petits liens, mais c'est pas le lien le plus simple possible ou le plus direct possible. Donc, je me faisais souvent, puis je me fais encore demander mais pourquoi un nutritionniste vendrait des semences? C'est quoi le rapport? Ben là, oui, j'ai trouvé des petites histoires, du storytelling pour raconter, puis que ça soit logique dans la tête des gens. Mais dans le futur, mon objectif, c'est si les gens ils savent qui est Bernard Lavallée, de quoi qu'il parle, c'est quoi ses projets, ben peu importe ce que je vais faire, même si ça n'a plus tant rapport avec la nutrition, c'est cohérent, que ça soit cohérent quand même, puis qu'ils disent ah ben oui, ben Bernard, c'est ça qu'il aime faire, puis ça marche avec. Tu sais, c'est comme ça fit. Donc oui, tu as raison. Donc oui, je pense que j'ai travaillé peut-être plus de Bernard que le nutritionniste urbain dans les dernières années, mettons. C'est hyper intéressant. On est déjà rentré dans plein d'éléments purement marketing, mais là, on va faire un retour arrière déjà sur les débuts. Déjà, qu'est-ce qui t'a amené avant tout à être nutritionniste? Je me suis renseigné, j'ai eu des éléments de réponse, mais je te laisse expliquer ça. En gros, là, puis je le dis tout le temps, je savais pas ce que je voulais faire. C'est ça que j'ai vu, ça m'a fait rire. Puis c'est drôle parce que la semaine passée, il y a 2 semaines, je faisais un podcast. C'est des étudiants au secondaire. Puis leur projet d'année, c'est de faire un podcast. Puis là, ils m'ont invité, puis je suis allé. Puis je leur ai dit, j'étais comme... Eux, c'était en secondaire 5. Fait que là, ils font leur choix pour le cégep, puis tout ça. Puis là, je leur disais, je savais pas dans quoi... Comme je suis allé au cégep en sciences de la santé parce que j'aimais la chimie et comme ces sujets-là, la bio, mais... Dans le fond, je savais pas qu'est-ce que je voulais faire. Puis même rendu au cégep, je savais pas trop. Puis là, j'ai vu comment ça les a rassurés, puis ils relataient tellement à ça, puis j'étais comme... Dans le fond, on est tellement de monde qui savent... On sait pas qu'est-ce qu'on veut faire, puis c'est bien correct. Fait que c'est pour ça que je le dis très souvent pour que les gens réalisent comme non. C'est une erreur de parcours, en fait. Parce que, une belle erreur de parcours. Une très belle erreur. Fait que dans le fond, je savais pas quoi faire. Je suis allé voir au cégep, je suis allé voir une conseillère en orientation. J'ai présenté ce que j'aimais, qui était 2 choses. Le journalisme, parce que j'ai toujours trippé sur le français, l'écriture, tout ça, et la science en général, surtout la science de la santé, mais la science. Puis là, elle m'a dit, pourquoi pas la nutrition? Parce que c'est un mix de vulgarisation et de science. Fait que tu triperais sûrement là-dedans. Puis j'étais comme, ouais, dans le fond, c'est logique. Fait que je me suis inscrit à l'université en nutrition, le seul programme dans lequel je me suis inscrit. Je suis rentré là. Si j'avais pas été accepté, qu'est-ce que j'aurais fait? J'en ai aucune idée. Mais je suis tombé dedans. J'ai trippé. Tu sais, je me posais pas beaucoup de questions non plus à ce moment-là. Tu sais, j'étais comme... on est jeune. C'est ça le pire. À cet âge-là, je suis comme... Tu sais, c'est comme tellement tu te dis, jeune. au moins, j'ai une formation. Là, je suis pas à la rue. Je suis à l'école. J'ai toujours été à l'école. Je continue comme ça. Puis, tu sais, je me posais pas de questions, mais j'ai vraiment trippé sur les sujets. Puis, j'ai trippé sur apprendre. Mais à la fin de mes études, je trippais pas tant sur être nutritionniste. C'est ça comme, justement, comme le métier traditionnel de nutritionniste, parce qu'on fait des stages pour le faire. Puis, j'ai réalisé que ça marchait pas. Donc, j'ai commencé ma maîtrise pour poursuivre, justement, parce que ce qui me fait triper, c'est le côté, la curiosité. Moi, ce que j'aime, c'est apprendre continuellement. Puis ça aussi, je le dis très souvent, mais la raison pour laquelle je suis aussi heureux d'être dans le domaine de l'alimentation en général, c'est que c'est un domaine qui, touche la vie des gens au quotidien. Ça nous touche tous. Et aussi, c'est que ça évolue tellement tout le temps que je sais que le jour de ma mort, ça fait très sombre à dire, mais j'aurais pas tout appris. Ouais. Ça, pour moi, là, je te dis, ça apaise toute forme d'anxiété parce que l'inverse serait mortel pour moi de me dire, OK, là, tu sais, mettons, dans 10 ans, peut-être je vais tout savoir. Puis dans 10 ans, là, genre, je vais juste répéter les mêmes choses jusqu'à la fin de ma carrière. Ça, là, ce serait plus mortel que ça. C'est pour ça que je suis entrepreneur ou que je travaille à mon compte parce que j'ai besoin de la nouveauté. Puis je peux pas rester, je suis incapable de rester dans un cadre. Je ne pourrais pas travailler dans une vraie job. Je ne serais pas capable. Je serais le pire employé
ever. Je pense que j'ai un syndrome de, je sais pas comment ça s'appelle, mais genre de confrontation. Là. T'es un aimant en gros, c'est-à-dire qu'il y a un aimant, il y a une énergie annexe qui va, toi tu t'éloignes du truc au lieu de te rapprocher. Je ne serais pas capable d'être un employé, je pense, parce que je suis pas capable d'être dans un cadre. J'ai vraiment besoin d'une liberté, de sentir que je crée continuellement, puis que donc c'est ça. Bref, tout ça pour dire que j'ai comme créé un petit peu ma carrière. Donc quand j'ai gradué de l'université, de ma maîtrise, j'ai parti un blog qui s'appelait Le Nutritionniste Urbain. Donc c'est direct à ce moment-là, c'est avant même que tu sois diplômé, via les stages, tu savais que ça m'intéressait plus pas. que nutritionniste, entre guillemets. Pas que je voulais être plus, je voulais quelque chose de différent. Ouais, c'est ça, Exactement. C'est juste que la job traditionnelle de nutritionniste ne m'intéressait pas. Je savais pas encore exactement ce que j'allais faire, mais en fait, à la maîtrise, j'ai aussi travaillé à l'Université de Montréal dans un groupe qui faisait de la vulgarisation scientifique. Okay. Donc c'est là que j'ai appris c'était quoi et que j'ai appris et que j'ai vraiment trippé puis j'étais comme OK, c'est exactement là où je devais être. D'ailleurs, tiens, vu qu'on est dans un balado de marketing, quand j'étais à l'université, je pensais que là où je voulais aller, c'était en marketing alimentaire. Okay. Donc à la fin de ma maîtrise, de mon bac, mon dernier stage que j'ai fait, c'était dans une compagnie de pub spécialisée en alimentation, compagnie de marketing spécialisée en alimentation qui n'existe plus aujourd'hui. Et dans ma tête, c'était comme à cet âge-là, j'étais genre, OK, si un jour je travaille pour cette compagnie-là, je vais avoir réussi ma vie. Genre, c'est là que je veux aller. Genre. Puis là, j'ai eu un stage avec eux, puis j'ai commencé à travailler, puis j'ai quand même aimé ça. Puis là, je tripais parce que c'était le côté, genre, l'agence de pub, de genre, on travaille jusqu'à 11h le soir et comme, les clients, c'est full important. Puis là, on prend le taxi pour se rendre à une présentation de clients. Puis toute cette espèce d'affaire-là, comme je tripais à ce moment-là. Puis j'étais comme, wow, c'est tellement... je me sentais comme dans une émission, là, tu sais. Mais... Très rapidement, j'ai réalisé que c'est pas exactement ça que je voulais parce que souvent, en fait, tu sais, les clients nous demandaient de faire des choses avec lesquelles j'étais pas nécessairement d'accord. Tu sais, souvent, c'est des compromis, en fait, qu'on faisait. Donc, mettons, un client... je suis comme... Est-ce que j'ai encore un NDA? Non, mais tu sais, mettons un client d'une rôtisserie, on va dire, whatever, qui dit, OK, notre menu est trop salé, on veut réduire le sel. OK? Ce qui... Techniquement, tu pourrais dire c'est bien, comme nutritionniste, on va réduire le sel dans une chaîne de rôtisserie. Mais au final, c'est comme quel impact que ça a vraiment sur la santé des gens? Puis est-ce que c'est pas plus pour faire croire que la chaîne se soucie de la santé des gens? Puis en plus, OK, on touche au sel, mais on touche pas à tout le reste de ce qui se retrouve là-dedans. Puis ça reste du poulet frit, puis des frites, puis des... Fait que je suis comme... Est-ce que vraiment on améliorerait? Peut-être. Il y en a qui argumenteraient que oui. Moi, je me sentais pas à l'aise avec ça. T'es pas aligné en tout cas avec... Parce que toi, au final, c'est le mot dans tout ça, c'est que, d'après ce que tu dis à date, c'est que tu voulais avoir un impact et là, tu as l'impression que l'impact que toi, tu pouvais apporter, il était limité un petit peu dans ce cadre. C'était pas celui que je voulais avoir. C'était pas celui que tu voulais avoir. Puis tu sais, je me souviens même qu'à ce moment-là, tu sais, il dit, OK, mettons, on sort un nouveau produit alimentaire. Quelles sont les allégations de santé qu'on pourrait mettre? Donc là, selon la valeur nutritionnelle du produit, donc tu sais, je suis sûr que tu le sais aussi bien que moi, mais le gouvernement, il y a en place des allégations qu'on a le droit de mettre sur les étiquettes pour dire ce produit soit contient X pourcentage ou bien ce produit contient telle chose qui a tel bénéfice sur la santé, blablabla. Puis là, j'étais comme, OK, là, je leur sors une liste. Voici les 20 phrases marketing que tu peux mettre là-dessus, mais je crois à aucune de ces phrases-là. Okay. Je sais que c'est légal, on a le droit de les mettre, mais j'y crois même pas à ces phrases-là. Puis ça me gossait de dire aux compagnies, genre, OK, voici ce que tu peux faire. Puis bref, j'étais pas au bon endroit, je pense, à ce moment-là. Et donc, tout est arrivé un peu en même temps, mais ils m'ont engagé. Après mon stage, ils m'ont engagé parce que... Donc ça, c'était aussi ton stage, là. C'était, j'ai fait mon stage, j'ai terminé mon bac, ils m'ont engagé à contrat pour travailler avec eux. Puis en même temps, j'ai commencé ma maîtrise. Puis quelques mois plus tard, j'ai été engagé après ça dans le centre de vulgarisation. OK. Et là, ça a switché complètement. Puis là, j'ai dit bye-bye au marketing et j'ai dit bonjour à la vulgarisation. Et là, je me sentais beaucoup mieux à cet endroit-là. Et donc là, j'ai appris justement à faire de la télé, de la radio, à écrire des chroniques, à faire toutes D'abord ces le blog, alors, en 2014. Est-ce que c'est le point de départ? J'ai parti le blog à mon nom. Parce qu'à ce moment-là, je travaillais vraiment pour l'université. Donc, j'écrivais des articles en leur nom. Je faisais des chroniques en leur nom, vraiment. J'étais comme un représentant de cette organisation-là. Puis à la fin, quand j'ai terminé ma maîtrise, donc quelques années plus tard, là, j'ai parti mon blog, en fait, en 2014. J'ai parti Le Nutritionniste Urbain, qui était là, oui, ma vraiment première porte d'entrée à me brander moi-même et qui je suis. Puis c'était pour écrire justement des textes comme moi je le voulais, pour faire des contenus comme moi je le voulais, pas sous le nom de cette organisation-là, mais vraiment sous mon nom à moi.
Ok, parce que de l'extérieur, moi, comment je le voyais, c'est que... Parce qu'après, là tu es un peu rentré dedans, et comment on passe de je suis nutritionniste à je suis une personnalité publique, ce qui est la réalité, c'est ton cas aujourd'hui. Je pensais, chemin classique, entre guillemets, classique dans la création de contenu. En tout cas, tu avais créé ton blog, et là, après, ça t'avait petit à petit amené donc tu avais déjà commencé à atteindre la sphère publique via l'organisme où tu étais, c'est ça? Exactement. Puis dans le fond, on peut rentrer un peu plus dans les détails si c'est un truc qui t'intéresse, mais c'est exactement ça. Donc, l'organisation, ça s'appelait Extenso. Ça n'existe plus aujourd'hui. C'était comme le plus gros site francophone de vulgarisation scientifique en nutrition. Donc, il y avait énormément de gens. Ça avait ouvert, je pense, à l'an 2000. Donc, c'était dans les premiers sites qui existaient, puis donc, qui étaient très connus dans le milieu des médias. Et donc, c'est là que j'ai appris, justement... En fait, je suis devenu sur un des représentants de l'organisation, petit à petit, parce que évidemment. Donc là, j'ai commencé à faire des remplacements. Fait que là, quand c'était Noël ou quand c'était les vacances d'été, puis que tous mes collègues étaient partis, donc il n'y avait personne pour répondre aux questions des journalistes, ben là, c'était moi qui ai commencé à faire ces petites choses-là. Donc là, les journalistes ont commencé à me connaître moi, puis à savoir, on aime ça travailler avec lui. Donc là, j'ai commencé à me créer mon réseau à cause de ça. Donc là, mon nom a commencé donc à circuler un petit peu dans les médias de cette façon-là, à cette époque-là, comme représentant d'Extenso. Donc ça a commencé, je pense, à bâtir un petit peu ma visibilité médiatique, même si c'était pas si gros que ça, mais quand même. J'étais influenceur avant d'être influenceur. T'étais influenceur, on va dire, in-house directement. Ouais. T'étais représentant, c'est ça. Ouais, on peut le voir de cette façon-là. On peut le voir de cette façon-là. Et après ça, dans le fond, en terminant ma maîtrise, que là, j'avais plus de temps, justement. Puis donc là, j'ai continué à travailler avec eux, mais j'ai parti en parallèle mon blog, où est-ce que là, j'ai commencé à écrire des trucs comme moi, je voulais le faire. Je créais du contenu. Donc ça, à l'époque, c'était sur Facebook. Donc j'avais parti ma page Facebook, puis des pages Facebook de nutritionnistes, ça n'existait pas, tu comprends? C'était comme « Oh my God, wow! » C'est à peu près en même temps que genre 3 fois par jour relancer ces trucs. C'était vraiment l'air de comme je me pars une page Facebook puis tout le monde capote, genre. Ouais, c'était le gros. C'était 2014, c'est vrai que. Elle, je pense que ça doit être 2013 probablement qu'elle l'a parti. Mais tu sais, c'est l'époque genre le pharmacien 3 fois par jour. L'âge d'or de Facebook, de toute façon, quoi qu'il arrive au niveau mondial. Parce que si on regarde 2013, Insta, c'est encore le média social des photographes, donc pourquoi aller là-dessus? Donc c'était vraiment Facebook, YouTube. Mais bon, la plupart, le point d'amorce, c'était. OK, donc tu avais le combo du blogueur de l'époque, le bon kit, blog, page Facebook. Plus page Facebook, et je créais du contenu spécifiquement pour Facebook. OK. Donc, c'est ça. Donc, spécifique. Donc, encore une fois, j'avais pas de compétition à cette époque-là. Incroyable. Parce que c'était un média social qui était pas qui était peu utilisé, mais c'était encore vu, mettons, comme j'ai mes amis et on se parle là-dessus. C'était d'ailleurs un compte ou vraiment une page? T'avais direct commencé page ou t'es parti compte d'abord? Je me suis parti... OK, hey, c'est vrai, tu me fais rappeler maintenant. J'avais un profil, donc j'avais ma page, genre Bernard Lavallée nutritionniste. Pas ma page, c'est moi, mon profil vraiment, genre un compte Facebook, professionnel, mais qui s'appelait Bernard Lavallée nutritionniste. Fait que je pense que j'ai commencé peut-être à écrire là-dessus. Puis là, et justement, dans cette période-là où je bâtissais ma notoriété puis tout ça, fait que j'avais des milliers d'amis. Et après, tu as eu la fameuse limite des 5000 amis où tu t'es dit « Ah mince! » Exactement. Et donc là, j'ai parti une page. OK. Là, en fait, j'ai parti le nutritionniste urbain. Et donc, la réflexion en arrière de ce nom-là puis de pourquoi j'ai parti de la page et tout ça, il y en avait une quand même. C'était, à cette époque-là, pour me démarquer des autres. C'est-à-dire... dans notre tête, donc c'est une de mes amies aussi qui, elle, travaille en marketing, puis qui commençait, parce qu'on était jeunes, puis on commençait, qu'on s'est dit, OK, comment on va faire pour créer ce brand-là? Puis c'est elle qui est arrivée avec cette idée-là du nutritionniste urbain, parce qu'elle dit, OK, toi, comme tu habites en ville, les sujets dont tu parles souvent d'agriculture urbaine, les sujets qui t'animent, c'est la ville, les tendances, nanana. Donc, c'était comme une façon d'avoir un brand qui était assez flou, pour que je puisse parler d'à peu près n'importe quoi. J'avais pas le goût de me mettre dans une boîte. Puis même si tu veux savoir, pour aller encore plus loin dans cette histoire-là, j'ai eu un premier test, en fait, avant le nutritionniste urbain. C'est exactement ce que j'allais te demander, parce que j'allais dire, t'es quand même... Il y a quand même des brins de stratégie et tout ça, et là, ça m'a l'air d'être bien cadré. Et souvent, on a des trucs qu'on met sous le tapis, là, et là, tu vas peut-être en parler. Il y a des essais souvent. Ouais, avant de partir le nutritionniste urbain, j'avais eu des petits tests. Ouais. Le test qui a plus rapport avec ça, c'est que j'avais parti un blog à ce moment-là et aussi une page Facebook quelques années plus tôt.
Ça s'appelait Gay Nutrition, parce que mon projet de maîtrise portait sur l'orientation sexuelle puis l'alimentation. Puis déjà, je ressentais le besoin de dire, je fais de la recherche, mais je veux en parler publiquement. Exact. Donc, j'avais parti ça, mais y a-tu une niche comme plus petite que ça, là? Genre, je ne parle que des gays et de ce qu'ils mangent. Genre. Ouais, t'as senti que tu plafonnais ou c'est juste qu'à un moment tu t'es dit, je sais que je vais plafonner donc je préfère abandonner. Mais là, il y avait des journalistes des fois qui m'appelaient pour me parler de ce sujet-là, mais 2 fois par année. C'est comme common. Fait que là, j'ai réalisé, OK, niche trop petite, je peux pas rester là-dedans, sinon je vais m'ennuyer, j'ai besoin de plus gros. Fait que là, le nutritionniste urbain, c'était, je suis nutritionniste, ça c'est clair. Je suis pas comme les autres nutritionnistes parce que je suis urbain, peu importe ce que ça veut dire, mais je suis différent, donc je me distingue de cette façon-là. Mais la réalité, c'est que je peux parler de n'importe quel sujet. Point final. Il n'y a pas plus de réflexion que ça. Puis même, je veux dire, mon logo, c'est mon chum, parce que mon chum est designer graphique, illustrateur, donc à ce moment-là, c'est lui aussi qui l'a fait. Puis c'était fait super vite de genre, hey, on va juste on part quelque chose, là, puis on le fait vite. Au pire, on changera en année. Toutes ces années plus tard, c'est la même chose, ça n'a pas changé, mais c'était juste comme go, on part puis on l'essaye. Et donc, j'ai parti ça en 2014. Et parce que j'étais dans l'âge d'or de Facebook, puis ça, je pense que c'est un bénéfice, et je me souviens très bien, j'ai parti ma page, puis j'ai goût de dire 3 jours plus tard, j'avais déjà 5000 abonnés. Wow! Est-ce que déjà ton blog, il y a eu beaucoup de trafic? Le blog n'existait pas. Donc, j'ai parti en même temps. OK. Oui. Donc, c'est parti de Facebook. Le vrai départ, c'est Facebook avant tout. C'était en même temps. C'est ça, exact. Oui, peut-être que j'avais 2 articles sur mon blog. On va dire la croissance est venue de Facebook au début. Absolument, exactement. C'est ça. Et donc là, j'ai vraiment utilisé. Puis donc, mes stratégies ont vraiment été sur, pendant toutes ces années-là, bien comprendre le média social et comment l'utiliser à mon avantage pour que mes contenus circulent. Oui, bien sûr, le contenu est important. Puis donc, faut que ça résonne chez les gens. Donc oui, je pense qu'il y avait ça. Mais la stratégie en arrière de comprendre comment le média social fonctionnait, tous les changements d'algorithmes qu'il y a eu au fil du temps, les comprendre, comment est-ce qu'on joue avec ça pour en tirer le plus de bénéfices. Pour vrai, ça, je l'ai fait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Mais ça a porté fruit. Ça a vraiment porté fruit, puis je l'ai vu. Mais c'est ça, j'ai vraiment tiré mon épingle du jeu en jouant avec les règles des algorithmes à cette époque-là. Puis même encore aujourd'hui, ça a été difficile pour moi quand Facebook est devenu moins populaire. Parce que là, j'avais comme plus que 100 000 abonnés, mais genre, plus personne n'était là. Puis je veux dire, là, ça fait des années que j'écris plus rien. Tu sais, genre, je publie une affaire par année, tu sais, presque rien. Mais quand j'ai vu le switch de Facebook vers Instagram, là, j'ai capoté parce que j'étais comme, oh my God, faut que je parte ma page Instagram. Tu sais, j'en avais une, mais avec 3 photos, puis avec rien pantoute. Puis j'étais comme, comment je vais faire pour, comme, tout. En fait, il fallait que je réapprenne un nouveau média social. Puis ça, c'était quand même vraiment intense. Incroyable. Donc, quand même, malgré tout ça, est-ce que quand tu as commencé à afficher une présence publique, est-ce que c'était... Oui, tu adores vulgariser, mais est-ce que tu avais en tête des points particuliers? Est-ce que tu voulais te rendre à personnalité publique ou c'était juste vraiment le fun de je veux vulgariser parce que malgré tout, en bout de ligne, au début, tu es nutritionniste. Donc, c'est ton gagne-pain aussi. Et donc là, est-ce que c'est juste je veux parler d'alimentation en ligne parce que c'est un plaisir ou est-ce que tu t'es dit dans un coin de ta tête, souvent des fois on ne calcule pas, mais est-ce que tu t'es dit peut-être que c'est un moyen qui m'amènerait à faire ça avant tout, là, avant de rentrer deep dans le marketing? Est-ce qu'il y avait une réflexion là, avant que tu bâtisses de quoi? Dans un contexte presque entreprise et tout ça? Il y a... OK, premièrement... Donc, juste pour être clair, je n'ai jamais été un vrai nutritionniste, OK? Je n'ai jamais fait de la consultation, j'ai jamais eu de bureau privé ou peu importe. Mais tu appartiens à l'ordre et tout ça. J'appartiens à l'ordre et tout ça. C'est ça. Mais j'ai jamais travaillé, donc j'avais pas ça pour dire que j'ai jamais eu de revenus comme un vrai nutritionniste. Oui, bien sûr, ouais. Donc, j'étais un petit jeune naïf qui sortait de la maîtrise avec un salaire médiocre, mais qui était capable de vivre pareil, parce que à ce moment-là... En fait, tu sais, je vivais... Ben là, quand j'ai parti le blog, je vivais plus chez mes parents. Je venais de déménager en appart, tu sais, mais c'est juste pour dire que j'avais pas d'argent, mais je m'en foutais parce que c'est tout ce que j'avais connu, ne pas avoir d'argent, puis j'étais capable d'en vivre, tu sais, comme de subvenir à mes besoins. Puis j'avais ma job à l'université qui était quelques jours semaine, tu sais, peut-être 1, 2, 3 jours semaine, je me souviens plus trop, mais tu sais, c'était juste assez pour dire... Je vais pas être à la rue, puis je suis capable de payer mon loyer, mais j'avais cette naïveté-là, puis le fait que j'avais rien faisait que j'étais prêt à me lancer dans le vide, puis à dire... Qu'est-ce que ça va donner? J'en ai aucune idée. Puis mon but, c'était pas de dire « Ah, je vais être riche » parce que de toute façon, j'avais
pas que je ressentais pas le besoin. J'avais vraiment cette naïveté-là. C'était vraiment ça. Donc aujourd'hui, ce serait sûrement bien plus tough de me dire « Ah mon Dieu, si je partais à zéro puis que c'est tough là, parce que là, t'as pas de filet puis comme t'as sûrement plus d'obligations. » Donc je pense que ça a aidé le fait que j'étais juste quelqu'un qui venait juste de graduer. Un peu de naïveté quand même. Puis, de la naïveté. Donc je le faisais parce que je ressentais que je voulais le faire. Ouais, c'est ça, OK. Donc, je ne pensais pas à combien j'allais faire d'argent. Je pensais juste à je veux le faire parce que je le ressens au fond de moi que la façon dont je veux aborder l'alimentation, il n'y a pas beaucoup de monde qui le font. Je ne me reconnais pas dans ce qui se retrouve, donc il doit y avoir bien du monde qui ne se reconnaisse pas là-dedans, donc je sens le besoin de le faire. Puis, ouais, mais c'est ça. Fait que non, il n'y avait pas de stratégie, il n'y avait pas de comme... Tu t'es même pas dit... Le niveau argent... Ouais, c'est ça. OK, je me suis fait une liste, no joke. Je me suis fait un plan d'affaires, OK? Mais parce que j'ai lu le guide du travailleur autonome de, j'ai goût de dire Jean-Benoît Nadeau, je me trompe pas, en tout cas un livre comme... Bon. Fait que tu sais, pour voir un peu comme comment tu fais quand tu pars une entreprise, des choses comme ça. Puis je voulais me faire un plan d'affaires, OK? Mais mon plan d'affaires, c'était comme, je me suis écrit mes objectifs. Puis no joke, c'est vraiment... kitten as hell, c'est ce que je veux dire, mais mes objectifs, c'était genre être capable de payer mon loyer, mettons, ou avoir mon appart, être heureux, parler des sujets qui m'intéressent. Okay. C'est genre ça. Ouais. Rien d'autre de plus. Puis encore aujourd'hui, je pense que c'est la même chose. Ça n'a pas changé. Tout ce que je veux, c'est être capable de subvenir à mes besoins et être heureux dans mon travail puis dans la vie. Puis ça, pour moi, j'ai pas besoin de plus que ça, puis je vise pas nécessairement la croissance extrême. Pour moi, c'est comme vraiment en masse. Donc, même à cette époque-là, c'est ça, c'était pas... Mais t'as découvert, malgré tout, est-ce que tu savais que tu pouvais... Parce que là, c'est sûr que ça se ressent de toute façon, même quand on voit tes contenus, qu'il y a une passion. De toute façon, souvent, c'est ce que je dis, beaucoup imaginent que les créateurs de contenu, parce que je te mets un petit peu dans cette catégorie, on en parlera un peu, mais que les gens, ils font ça, tu sais, maintenant qu'on voit qu'il y a peut-être un peu plus d'argent dans cette industrie aussi, tu sais, les gens pensent que c'est juste des gens qui sont en quête d'argent, mais la plupart des créateurs de contenu, c'est... Tu te donnes le 99% gratuit, quoi qu'il arrive. C'est un don de soi aussi de créer du contenu. Oui, tu as des bénéfices, mais ça part souvent de... Moi, quand j'ai commencé à créer mes premiers contenus en ligne, mon tout premier, c'était un retour d'expérience de quand je vivais à Londres, parce que un peu la même conclusion, c'est souvent ce qu'on voit chez différents créateurs. J'ai vu que personne faisait de retour comme moi, je l'ai vécu. Vivre à Londres, une des villes les plus chères du monde, je voyais des trucs qui ne correspondaient pas. Je l'ai fait, mais je ne savais pas qu'à terme, dans la création de contenu, oui, je le savais, mais à la fois, je n'osais pas y penser que tu pouvais gagner de l'argent avec. Est-ce que toi, c'était un petit peu comme ça, mais tu te disais, est-ce que tu avais un idéal de te dire, peut-être que ça pourrait devenir ça, ma job, ou tu étais juste dans un flou un petit peu global, où tu dis, ça, j'aime ça, partager du contenu, et peut-être que j'aurais trouvé une job après qui me correspond plus. C'était plus ça, alors. J'aimerais te rappeler, 2014. Là, on est vraiment, c'est ça. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient de la création de contenu. C'est clair. À part des énormes dans le divertissement. Mais exactement. Mais tu sais, donc, j'avais jamais fait même ce lien-là que c'était possible. Moi, au contraire, je le voyais plus comme avec les médias traditionnels. C'est-à-dire que moi, je le voyais plus comme peut-être que ça va m'amener à avoir des contrats pour aller à la télé ou faire de la radio puis des choses là. Puis je l'ai fait aussi beaucoup. C'est pas un hasard. Bien c'est sûr. Que moi, dans ma tête, c'était ça la voie. Puis il y en a des nutritionnistes. Ça, je pense que c'est important que je le dise. Je suis pas le premier nutritionniste à être dans les médias. En fait, ça fait des décennies. C'est un métier on est un des professionnels de la santé qui est à la télé depuis le plus longtemps, puis dans les médias depuis le plus longtemps, parce qu'on parle de bouffe puis que ça touche tout le monde. Donc, tu retournes, il y a 60 ans, il y en avait déjà des nutritionnistes qui parlaient à la télé. Puis il y en a plein d'autres là, avant moi qui l'ont fait. Donc, pour moi, c'était ça la voie. Je voyais ce qu'eux faisaient, ce qu'elles faisaient, parce que ce sont toutes des femmes. Mais donc, je voyais ce qu'elles faisaient et je me disais, bon, elles ont une émission de télé. Ou bien, elles passent elles font ça. Donc, moi, c'est ça qui pourrait m'attendre. Si je suis capable de tirer mon épingle du jeu, c'est ça qui pourrait m'attendre. Mais c'était vraiment la voie des médias traditionnels. Mais tu avais ça en tête quand même, un petit coin de ta tête. Oui, absolument. Puis, je veux dire, tu as raison, en fait, dans mes objectifs, un des trucs aussi, c'est que je me disais, en fait, un de mes objectifs, c'était d'écrire un livre. Aussi, ça, c'était important pour moi. Et je voulais être comme une référence en alimentation. Et ça, c'était comme, mettons, dans mes objectifs plus... Fait que, oui, effectivement, j'avais quand même ça en tête. Puis, ce mode de vie-là, peut-être, m'attirait, possiblement. Mais c'était vraiment l'option de dire, je peux communiquer mes connaissances. Tu sais, c'est vraiment ça. C'est de dire, comme, je peux pas croire... Parce que j'aurais pu être un scientifique qui fait de la recherche dans un lab, puis j'aurais probablement été heureux, puis mon travail ressemble beaucoup à ça. C'est beaucoup de la recherche, puis c'est la curiosité qui m'anime. Mais si j'ai pas le côté de communication, je m'éteins. Je comprends. Donc, c'est pour ça que ça m'intéressait. Je me disais, wow, je peux lire des livres, puis
Puis après, quelqu'un va me payer peut-être pour que je parle du livre que j'ai lu. Ou genre de telle étude scientifique que j'ai lue, tu sais. Ou que les gens veulent entendre ce que j'ai à dire là-dessus. C'est malade, là, tu sais. Fait que pour moi, c'est vraiment venu de tout ça, là, qui m'a animé, je te dirais. Ok, hyper intéressant, parce que j'aime bien creuser un petit peu les débuts, parce que souvent, soi-même, on oublie un petit peu c'était quoi qu'on avait en tête. Même là, tu me fais vraiment penser à des trucs que je suis comme, mon Dieu, ça fait longtemps que j'ai pas pensé à ça. Maintenant, en 2025, c'est beaucoup moins anodin de se dire je crée du contenu, mais c'est vrai que moi, c'est un peu plus tard. Moi, c'était en 2016 que j'ai posté mon premier contenu, mais c'est pas anodin de diffuser un contenu sur Internet. C'est mine de rien, ça reste une minorité des gens qui le font. Souvent, pourquoi je fais ça? Des fois, c'est la volonté profonde de vouloir transmettre. La plupart du temps, c'est ton cas. Comme tu dis, tu as besoin d'avoir ce côté, le schéma global de t'absorbes. Si on le fait avec l'alimentation, tu manges, tu digères. Après, tu le redonnes aux gens. Tu vois, c'est un petit peu ça. Ça se ressent. Tu voulais pas continuer l'analogie alimentaire? Ouais, non, mais c'est là où j'ai réalisé quand je l'ai dit, je me dis, est-ce que je vais me rendre D'ailleurs, je le recrache, mais à la fois, c'est pas beau à dire. Mais c'est hyper intéressant de comprendre, est-ce que derrière, il y avait une certaine volonté d'aller quelque part? Est-ce qu'il y avait un petit bout de stratégie quand même? Là, quand tu me le racontais, c'est pour ça que je me suis dit, il devait y avoir une page ou un compte là avant le nutritionniste urbain, parce qu'on sentait que tu étais déjà plus structuré. Et souvent, même quand tu es structuré, avant, tu sens qu'il y a des trucs que tu sais pas, comme là, erreur, t'étais parti sur une niche trop faible, trop petite. Et après, t'as changé. Donc, je le ressentais déjà là que ça pouvait pas être ta première audience, ou qu'alors, t'étais directement, t'avais étudié dans le marketing et que tu savais direct ce que tu voulais faire, mais hyper intéressant. Donc, ça m'amène à creuser beaucoup plus le marketing. Donc, t'as commencé Facebook, blog. Est-ce que après Facebook, tu as vraiment plus développé blog, ou blog, tu l'utilises plus comme... Est-ce que c'est de la croissance? Pendant une période, mon blog, c'était mon endroit principal où j'écrivais. OK. Puis c'est fou d'y penser aujourd'hui, mais je te jure, j'ai lancé un article sur mon blog, là, c'était des milliers de personnes qui allaient le lire. Tu sais, il y a eu une période où c'était tellement populaire, mon site, il crashait. Okay. Quand je lançais un article sur Facebook, mon site plantait. Incroyable. Puis on achetait toujours des serveurs plus... les bandes passantes supplémentaires. Je comprends rien là-dedans, mais en gros, et ça marchait jamais. Genre, à chaque fois, ça plantait, parce que justement, à cette époque-là aussi, Facebook était beaucoup plus viral. L'algorithme faisait que ça se propageait beaucoup plus rapidement. Donc, pour vrai, c'était vraiment problématique. Pas problématique, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, amener des gens à aller lire un article, ça n'existe plus. Là. C'est complexe. Des médias sociaux particulièrement, en plus. Oui. Mais juste lire. Juste lire, c'est devenu comme... En tout cas, moi, bravo à ceux qui continuent à arriver à le faire, parce que... Bref, tout ça pour dire que un alimentait l'autre. Donc, vraiment, en gros, la stratégie, c'était... J'écrivais un article de blog. Je le publiais sur Facebook au moment où je le publiais, avec une belle image, justement léchée, tout ça, qui est assuré le petit titre. Pas nécessairement, non, même pas nécessairement un titre clickbait, dans le sens que j'écrivais les titres que je voulais, là, que oui, peut-être c'était accrocheur, mais pas plus réfléchi que ça. Puis ça partait. Genre, puis pour vrai, c'était, comme je te dis, là, c'était fou. Là. À cette époque-là, c'était vraiment, vraiment intense, vraiment beaucoup de popularité sur les articles. Donc, l'un nourrit l'autre, puis ça a juste bâti autant, oui, mon lectorat sur mon blog, mais ça a bâti vraiment ma communauté sur Facebook. Dans le fond, les gens, ils s'abonnaient à ma page parce que c'est là que je publiais, dans le fond, mes articles. Et je publiais aussi du contenu spécifique juste pour Facebook. Puis, tu sais, il y a eu des périodes où est-ce que je publiais chaque jour, là, tu sais. Des années là, où est-ce que genre vraiment... Oui, pour vrai, chaque jour ou peut-être chaque 2 jours vraiment là, que je crée. Des fois une petite réflexion, des fois un article. Ou tu sais, des infographies. Tu sais, genre, les infographiques, là. Ça, c'était le truc aussi à cette époque-là, de comme... Encore plus dans la niche. 5 trucs pour blablabla, là. Puis donc... Mais encore une fois, c'est parce qu'à cette époque-là, c'est ça le contenu qui était populaire. Je jouais avec comment ça marchait, donc avec les codes du média social que j'utilisais. Je les utilisais à mon avantage, puis ça fonctionnait, je pense, en partie à cause de ça. Et parce que j'étais un des seuls à le faire aussi. Et ta stratégie, donc, au global, aujourd'hui, elle ressemble à quoi? Est-ce qu'elle est différente? Parce que, donc, ton produit, entre guillemets, ce que tu vends, ça va être quoi? Des conférences? Ouais, OK. Pour vrai, c'est ça. Parce que là, on parle de marketing, mais c'est vrai vu que souvent, quand on assimile entreprise à la personne, dans les faits, avant de parler de marketing, ça amène où? Qu'est-ce que tu vends? Comment tu gagnes ta vie aujourd'hui? Ouais, OK. Pour démystifier pour les gens. Premièrement, c'est drôle parce que hier, en gros, j'ai changé d'agence.
Donc, j'ai une agence qui me représente. Puis là, j'ai changé d'agence cette semaine. Puis là, hier, j'avais une rencontre avec la nouvelle agence, puis ils m'ont posé à peu près tous ces genres de questions-là. On a eu ces réflexions, justement, là. Puis que j'étais comme, c'est trop difficile, je sais pas quoi répondre. Mais bon, OK. Parce que dans les dernières années, j'ai eu un gros développement personnel aussi. Donc moi, il faut savoir, je suis un perfectionniste, workaholic. Le travail, c'est hyper important pour moi. C'est comme ça que je me définis, c'est comme ça que je me réalise, puis tout ça. Ça vient avec du positif, parce que je pense que malheureusement, c'est triste à dire, mais je pense que pour avoir un grand succès, je pense qu'il faut que tu fasses passer le travail avant tout, je pense. Je suis d'accord, mais après, ça n'engage que nous. Oui, mais malheureusement, ça amène aussi des gros points négatifs dans sa vie. Pourquoi je te dis ça, c'est que j'ai eu aussi beaucoup de développement personnel depuis 2014 et beaucoup de réflexions. Puis une de ces réflexions-là, c'est est-ce que je veux encore que le travail soit le centre de ma vie, puis est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses dans lesquelles je peux me réaliser? La réalité, c'est que je trippe encore vraiment sur ce que je fais, puis donc, je veux pas arrêter, mais ça fait que je veux choisir. Donc, qu'est-ce qui m'anime ou c'est quoi mon objectif de tout ce que je fais? C'est, moi, le plus important, c'est d'apprendre des choses. Pour moi, mettons, égoïstement, c'est quoi que je veux dans ma vie? Ou pour moi, c'est je veux apprendre des choses, pousser sur l'alimentation, être étonné et après ça, pouvoir en parler avec le monde. Ça, c'est ce qui m'anime et c'est toujours ça que je vais vouloir faire. Peu importe de quelle façon, peu importe c'est quoi, je m'en fous. C'est ça que je veux faire. Donc, je veux trouver une façon que mon mode de vie ou que mon travail me permette de faire ça. Donc, que je gagne suffisamment d'argent, mettons, pour être capable de juste m'amener à je vais être capable d'avoir du temps pour faire de la recherche ou si je veux écrire un livre, que j'ai les moyens de me dire hey, je peux partir 2 mois dans un chalet dans la forêt, je vais pas travailler, personne ne me parle pendant 2 mois, puis j'écris un livre, puis je pense juste à ça. Donc, de trouver une façon, une certaine liberté financière, de dire j'ai le luxe de pouvoir partir faire ça. Fait que tout ce qui me motive maintenant, c'est vraiment autour de ça, de me dire comment je peux faire pour... L'argent, pour moi, c'est comme le moyen pour me permettre de... C'est un moteur, oui, c'est un outil, en fait, comme on dit, l'argent. Exactement. Donc, qu'est-ce que je vends maintenant? Donc, c'est quoi mes produits ou peu importe? Donc, des conférences. J'en fais beaucoup moins qu'avant aussi, parce que ça, c'est un autre truc, c'est que des conférences, j'en ai donné des centaines et des centaines au Québec, au Canada, à l'international. J'en ai fait vraiment beaucoup. Je me suis écœuré parce que j'en ai trop fait. 1 à 2 par jour, j'ai vu des fois ce que tu disais. Ouais. Non, mais... C'est fou, hein? Ah, c'est horrible. Pour vrai, j'y repense, là, puis je repense à des moments où est-ce que je suis comme, tu sais, 10 jours d'affilée, donner 10 conférences en 10 jours, mettons, ou même plus. C'est inhumain, mais à ce moment-là, je ne m'en rendais pas compte. Mais je pense que même les gens, c'est intéressant d'en parler, je pense que les gens ne réalisent pas des fois, tu sais, j'entends quelqu'un qui n'a jamais été dans ce domaine-là de faire de la prise de parole, il est payé tant pour 1 heure, mais ils n'imaginent pas à quel point, et c'est normal, tu sais, quand tu ne le sais pas, à quel point c'est, en termes d'énergie que ça demande, tu sais, c'est un show, quoi, c'est... Tu survis le truc, tu sais, c'est pas une journée, tu peux entre guillemets la subir tranquillement, mais là tous les regards sont sur toi, tu dois animer le truc, et 1 par jour, les gens se disent bon, il fait une conférence d'1 heure par jour, mais ça détruit. Puis moi, ça paraît pas, je pense, je sais pas si ça paraît, mais je suis un introverti dans la vie. J'aime rester seul, dans le silence, que personne ne me regarde et que... Bienvenue dans ce balado! et que je n'existe pas. Ouais, je comprends. Fait que c'est full, c'est tellement... Ma job, c'est l'inverse. Ma job, c'est l'inverse de ce qui réalistement me redonne de l'énergie. Mais j'aime vraiment ça aussi, tu comprends? J'aime vraiment le faire. Mais après cette rencontre-là qu'on va faire, je me retourne chez nous, je vais aller dans mon lit. Tu comprends? Je vais juste aller relaxer. C'est suffisant. Tu comprends? C'est comme je vais être épuisé parce que j'ai mis toute mon énergie pour être intéressant à regarder. Mais j'ai du plaisir. Je suis très content d'être là. Tu comprends? Mais ça m'épuise. Et donc, des conférences, c'est la même chose. Puis je ne me rendais pas compte que, comme c'est épuisant de faire des conférences. Puis maintenant, si je donne une conférence une journée, c'est sûr que cette journée-là, c'est la seule chose que je fais de ma journée. Puis même, je pourrais dire peut-être que le lendemain aussi. Parce que je vais juste être comme, c'était vraiment beaucoup pour moi, puis j'ai besoin de relaxer. Donc, je peux plus me permettre d'en faire autant. Donc oui, des conférences, mais j'en fais moins. L'autre chose qui m'a permis aussi justement de trouver un bon équilibre, c'est que j'ai lancé des formations en ligne dernièrement. Bien sûr. Ça fait plusieurs mois que je travaille là-dessus. C'était justement ma façon de me dire comment est-ce que je peux donc combler un besoin, c'est-à-dire les gens ont besoin de formation, surtout quand tu es un professionnel de la santé, tu recherches de la formation. Moi, j'ai des connaissances à passer.
Donc, j'ai développé, là, j'en ai fait une, mais mon objectif, c'est d'en développer plus. Donc, c'est des formations en ligne que les professionnels de la santé peuvent aller suivre sur la nutrition. Puis là, la première que j'ai faite, ça, c'est, encore une fois, il y a une réflexion en arrière, mais je suis allé à Paris, dans le fond. Genre, je me suis payé un voyage à Paris sur les dépenses d'entreprise. Puis je suis allé au CIAL. Donc, oui, bien connais. sûr, qu'il y a aussi également... qui est à Montréal aussi, incroyable. Exactement. Mais celui de Paris est beaucoup, beaucoup plus gros. Il est 7 ou 8 fois plus gros. OK, je ne l'ai jamais fait. J'ai fait celui de Montréal. Ça vaut vraiment la peine une fois dans ta vie de faire ça. Parce que celui de Montréal, c'est à peu près 1000 exposants, ce qui est déjà beaucoup. Eux, c'est 8000 exposants. OK, d'accord. Donc, c'est vraiment, vraiment beaucoup de monde. Et donc, grosso modo, c'est des compagnies agroalimentaires qui viennent pour présenter leurs nouveautés pour de l'exportation. Donc, moi, c'est hyper intéressant pour voir c'est quoi les prochains produits qui s'en viennent dans nos supermarchés dans les prochaines années, voir c'est quoi les tendances. Puis après ça, aider les nutritionnistes qui, elles, vont se faire poser des questions par leurs patients sur ces tendances-là, parce qu'on va tous être exposés. Fait que là, mettons, si justement le collagène, c'est super à la mode puis qu'il y a plein de produits qui en mettent, ben les nutritionnistes vont se faire poser des questions par leurs patients sur c'est bon le collagène, puis si je prends une boisson gazeuse de collagène, ça va-tu être bon pour mes rides, puis ça marche-tu? Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment déterminé les tendances, puis après ça, je regarde la science, puis j'aide justement les nutritionnistes à avoir une meilleure opinion de ce sujet-là. Bref, ça pour dire que ça me permet donc de faire des conférences, de l'enregistrer une fois. Exact. Et après ça, je la lance, et après ça, les gens peuvent l'acheter puis la consulter pendant des... Ben là, dans ce cas-ci, c'est 2 ans, parce qu'à chaque 2 ans, il y a le CIAL, fait que je veux que... Mais donc ça, je suis vraiment content de ce move parce que, dans le fond, tout est aligné. Ça répond à tous mes besoins. Ça répond à mon besoin de dire je peux pas faire des conférences à chaque jour. Ça répond aux besoins que je veux communiquer. Ça répond aux besoins que les nutritionnistes ont besoin de formation. Puis ça répond à mon besoin que je veux de l'argent. Puis que c'est une manière de faire de l'argent. Fait que ça répond à tous mes besoins. Puis donc ça, c'est dans les derniers temps, c'est comme le projet sur lequel je suis le plus heureux. Parce que je suis comme, OK, là, j'ai trouvé quelque chose que je me verrais faire ça pour plusieurs années. Puis que ça me permettrait de me donner une liberté financière pour faire d'autres projets. Fait que ça, c'est vraiment cool. Fait que formation en ligne. Après ça, évidemment, je suis quelqu'un qui est appelé par les médias souvent pour commenter l'actualité. Ça, c'est bénévole, très souvent. Donc, les gens ne savent pas, mais quand tu te fais appeler pour une nouvelle étude qui sort, puis que là, à la radio, ils veulent faire un sujet puis ils veulent en parler, c'est très, très souvent bénévole. Ah, OK. C'est là, tu m'apprends quelque chose. Je pensais que tu avais un cachet quand même pour l'intervention. Non, c'est ça. Si tu es chroniqueur pour une émission, oui, mais sinon, non. Après ça, donc, j'ai des contrats. Donc, si on pense encore d'un point de vue marketing, donc aujourd'hui, pour être engagé pour des contrats dans les médias, qu'est-ce que les médias recherchent? C'est que tu aies une présence en ligne puis que tu aies une communauté qui te suit. Donc, tout mon marketing qui m'amène à être plus populaire me permet d'avoir des contrats dans les médias. Donc, c'est ça qui m'a amené. Donc là, j'ai un balado depuis 6 ans avec Radio-Canada. On s'appelait On Déjeune. Donc, ça, c'est parce que j'étais populaire. C'est pour ça. On se le cachera pas. Oui, bien sûr. Après ça, je suis chroniqueur à l'émission Moi je mange à Télé-Québec depuis 6 ans. Donc, même chose, c'est comme parce que j'ai une communauté en ligne, ben là, j'ai été engagé pour faire ce contrat-là de chroniqueur. Donc, ça, c'est aussi ce que je vends, entre guillemets. Oui, c'est ça. Tu vends ta je vends ton image pour que les médias soient intéressés à m'avoir. Sinon, j'écris pour des magazines aussi beaucoup par le passé. En ce moment-là, j'écris juste pour un magazine, là, en ce moment. Mais pour Caribou, bien sûr. On les reçoit cette semaine d'ailleurs. Ah, pour vrai? OK, nice. Ben oui, c'est ça. Ben, Caribou, on a parti en même temps. OK. Puis à l'époque, ils avaient lancé aussi sur Facebook leur trailer de « On lance un magazine bouffe », tout ça, puis c'était incroyable. C'était genre « Oh my God, c'est tellement hot, ça se peut pas ». Puis là, la vidéo avait été virale, puis tout le monde capotait, puis genre, ça n'a pas d'allure. Puis je les avais contactés en leur disant « Hey, je viens juste de lancer mon blog. Ça vous tenterait-tu comme... J'aimerais ça écrire pour votre magazine. » Puis j'ai écrit, dès le premier numéro, j'ai écrit, puis là, après ça, depuis cette époque-là, oui, vraiment en relation long terme. Quasiment tous les numéros, j'ai écrit pour eux. OK, incroyable. J'ai été rédacteur en chef invité d'un de leurs numéros à un moment donné. Fait que, bref, très bonne relation avec les Caribou. Trop bien. Fait que c'est ça. Fait que j'écris pour Caribou. Là, où est-ce que... Ah oui, donc ça, c'est tout de mon côté communication. J'essaie de penser dans ma tête. Mais puis j'écris des livres aussi. Mais même chose. Même affaire. Je me vends comme quelqu'un de populaire, ou tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr. Et donc, j'ai des contrats pour pouvoir écrire des livres, donc les maisons d'édition veulent me publier. Fait que ça, je pense que c'est pas mal ça, mettons, le côté communication.
Puis après ça, l'autre grosse affaire, mettons, c'est les produits dérivés. On va appeler ça comme ça, mais donc les semences et produits liés au jardinage. Que tu as ramené en plus. Oui, que j'ai amené, que je voulais pas les mettre ici. Parce que moi, je lui ai proposé, je lui ai dit, en plus, c'est incroyable, là, ça dure 1 heure, voire plus, et tu peux les mettre ici. Il a dit, non, je les sortirai au bon moment. Non, mais c'est juste parce que dans ma tête, j'aime pas ça. Tu vois ça, placement de produit. Oui, vraiment. Tu as l'impression que tu arrives et que tu mets... Exactement, puis c'est pas ça. J'étais comme, OK, si on en parle... ça va valoir la peine que je te montre un peu c'est quoi les produits puis tout, mais c'est plus... En plus, c'est beau, faut les montrer. Absolument, oui, je pense que c'est beau. que je les sorti. Oui, pour ceux qui ont l'image quand même. C'est vraiment beau. Le livre d'ailleurs, je sais pas si vous le voyez, il est derrière. Oui, c'est ça. Ça, c'est pas moi là, qui l'a mis. Non, c'est nous, ça je confirme. Il n'a pas fait un placement de produit subtil. Mais en tout cas, peu importe, là, je les montrerai pas toutes, mais grosso modo, c'est des coffrets de semences. Mais en fait, c'est parti de plus loin. Puis donc, là, à l'intérieur, tu as comme... C'est tellement beau. Les différentes semences, les différentes variétés, où est-ce qu'on va expliquer comment les cultiver, puis tout ça. On est vraiment comme dans le paquet cadeau. Ouais, vraiment. Puis dans le fond, ces produits-là, c'est parti... Il y a à peu près 7-8 ans que j'ai parti le premier produit. OK. Puis encore une fois, à l'époque, tant qu'à raconter des histoires de Facebook, à l'époque, j'ai lancé ce produit-là sur Facebook de même. On avait on avait 200 unités qu'on avait produites à ce moment-là. Puis c'était avec une semencière, justement, que je connaissais, que j'avais trippé, j'avais rencontré. Puis donc, elle produit des semences de variétés ancestrales de fruits, de légumes. Puis j'avais dit, ça serait vraiment cool qu'on essaie de faire comme un petit livret où est-ce qu'on aurait genre différentes variétés. Puis là, les gens peuvent essayer, quand on raconte leur histoire, puis tout ça. Puis on a dit, OK, on va en tester un, genre. Puis là, on l'a fait. Puis là, j'ai lancé ça. Puis c'était écoulé le jour même. C'était fini, il n'en restait plus. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu. OK, ça, c'est vraiment bizarre, là. Pourquoi, comme... Puis là, en tout cas, on capotait, puis tout ça. Fait que là, je suis comme, OK, on va réessayer, on va en faire plus. Fait que là, je me souviens plus trop du timeline, mais grosso modo, après ça, on a dit, bon, ben, je vais en faire 3. Tu sais, 3 différents. Puis après 5, après 7. Après ça, on a fait évoluer le produit, on a développé, genre... Ça, mais comme sur 7-8 ans, j'ai comme bâti justement j'ai amélioré le produit, en fait. Gamme vraiment, produit, exactement, je l'ai vraiment comme... développer, c'est-à-dire que j'ai créé des nouveaux produits, mais on a aussi comme amélioré le packaging, amélioré toute affaire. Mais sur chaque année, on faisait des erreurs. Chaque année, ou au contraire des réussites. Puis on était comme, OK, on reprend ça l'année prochaine, puis on apprend de tout ça. Et donc là, c'est devenu carrément aujourd'hui la moitié de ma vie. Comme entrepreneur, mettons, ou comme travailleur autonome. Pour vrai, je pense que la moitié de ma vie, au moins, du travail que je fais, je dis la moitié, puis peut-être que ce serait plus si je calculais, c'est de gérer cette entreprise-là. Ah, OK, c'est pas comme, entre guillemets, t'as une présence médiatique et c'est comme de la merch, tu vois. C'est vraiment... Non, au début, c'était ça. Ouais, c'est ça. Au début, c'était juste comme petite merch pour le plaisir. Produit cohérent avec le personnage. Exactement. Mais là, aujourd'hui, dans le fond, parce que c'est aussi que c'est des produits sur lesquels je mets quand même beaucoup d'efforts. C'est surtout ça, en fait. Puis, je le fais pour le plaisir. Comme je reviens toujours à ça, mais tu sais, je pourrais décider de juste, tu sais, de dire, OK, nous avons ce produit-là, il est beau, puis je peux t'en sortir 10 nouveaux produits qui vont être beaux comme ça, puis d'attitude, puis je réfléchis pas plus. Mais ça, c'est comme... Ça serait... C'est beau. Non, mais en plus, ce qui est intéressant, parce que je les avais déjà vus, tu es dans plusieurs points de vente. Hein. Ouais, on a comme une centaine de points de vente. Je savais pas que c'était toi, tu sais, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que tu as eu le parti de... Non, mais c'est intéressant, tu aurais pu juste mettre ta face partout, tu sais. Mais là, c'est vrai que je vois un nutritionniste urbain, mais même quelqu'un qui te connaît absolument pas, tombe sur le produit, ça se trouve, il sait même pas que c'est... Mais ça, je serais vraiment curieux d'avoir l'avis de quelqu'un qui s'y connaît en marketing, si c'est une bonne chose que je fais ou pas une bonne chose. Parce que je pense que ça vient... En fait, moi, je me suis dit, je veux que le produit soit tellement hot que les gens, ils l'achètent, qu'ils me connaissent ou pas, on s'en fout. Je veux qu'ils l'achètent et je veux que ça soit indépendant de moi. C'est-à-dire que si demain matin, je veux disparaître, je peux disparaître, puis ça peut rester, puis quelqu'un d'autre pourra le travailler dans l'entreprise, puis le faire, puis que ça va encore continuer, mettons. Et donc, justement, mon logo, il est en arrière, genre en petit, vraiment microscopique. Ce qui est vraiment l'inverse de ce que toutes les compagnies font, je pense. Là. Comme techniquement, tu es censé mettre ton logo en avant, puis que les gens soient capables de te reconnaître. Puis ça m'arrive vraiment souvent là, que le monde me dise « Ah, c'est toi qui fais ça? Ouais, exact. Hey, je les ai déjà vus à tel endroit. » Oui, les gens ne font pas. Ceux qui me connaissent, ils le font. Mais il y a plein de monde qui ne savent pas. Mais je pense que c'est un bon move, parce que tu sais, souvent, on dit... Et je veux pas mêler les gens qui veulent partir une entreprise. Évidemment qu'il faut capitaliser sur son image et que ça va t'aider sur le court terme, mais c'est aussi l'enjeu qu'ont beaucoup de gros créateurs de contenu, des youtubeurs et tout ça. C'est des fois, ils ont du mal à créer une compagnie qui est décorrélée de leur personne. Donc nous, souvent, quand on a une marque personnelle, ce qui est aussi mon cas, c'est parce que je crée du contenu aussi, que j'ai des opportunités. C'est que le problème, c'est pour après une valorisation d'entreprise. Par exemple, c'est très compliqué.
toi, derrière ton entreprise, même si imaginons qu'elle génère des très belles sommes, tu peux pas vendre Bernard Lavallée, c'est toi. Exactement. Alors que là, ça te permet justement de pouvoir sortir et au contraire, c'est une très bonne stratégie si les ventes se génèrent parce que sur le long terme, après, derrière, ok, tu peux vendre la marque et c'est quelqu'un d'autre qui l'exploite et les gens qui savent que c'était toi, ils savent que tu as vendu. Les autres ne le savaient même pas. Donc, c'est sûr que si tu peux te permettre de ça, c'est le top. Si ça fonctionne sans ton image, toi, tu utilises ton image comme si c'était presque une commandite. C'est commandite ça. de toi-même. Oui, c'est ça. Mais le pire, c'est que aussi l'autre raison pour laquelle le design... Donc c'est mon chum qui fait toutes les illustrations, le design. On a toujours travaillé ensemble, puis ça a toujours été moi et lui, et c'est tout. Donc, les deux, on n'a pas nécessairement d'expertise marketing plus poussée qu'autre chose. C'est-à-dire qu'on fait tout de façon essai-erreur, on apprend, on le fait et tout ça. Et je suis une personnalité web. Donc, pendant les premières années de la compagnie, c'était 100%, oui, c'est vrai. Toutes mes ventes se faisaient par le web. Donc, les gens qui achetaient, ils achetaient parce qu'ils voyaient le nutritionniste urbain a posté ça. Donc, le lien était fait automatiquement parce que si tu l'achetais, tu étais venu sur mon site puis tu l'avais. Donc, conscientiser qu'il y en a qui voulaient t'encourager ou il y en a qui ont juste vu j'ai confiance en Bernard absolument, et là, j'ai envie de l'acheter. Absolument. Donc, c'était pas nécessaire pour moi de réfléchir à un packaging où est-ce qu'on voyait mon logo en gros, des choses comme ça, parce que anyway, les gens, ils l'achetaient à moi directement, donc pas besoin de leur dire qui je suis de plus que ça, ils savent. Mais dans les dernières années, quand j'ai commencé à les mettre en boutique, dans le fond, le design n'avait pas été réfléchi pour le mettre en boutique. Te battre à côté d'autres produits qui aussi ont leur design. Là, exact. Ouais. Et donc, j'avais un autre... avant, c'était un tout autre design qui était... Il n'y avait rien sur l'emballage. C'était un emballage. Dans le fond, on les mettait dans des enveloppes grises avec juste un logo, avec aucun mot, rien. Puis c'était juste ça. Fait que là, en boutique, genre, ça marche pas. Là, on sait même pas c'est quoi le produit. C'est juste une enveloppe grise qui traîne. Donc là, après ça, on a réfléchi à comment est-ce qu'on fait pour que ça marche en boutique et tout ça. Puis c'est de là que sont venus aussi ces coffrets-là parce que là, c'était comme, OK, en boutique, c'est vraiment beau, comme, ça va se démarquer puis tout. Mais on l'a quand même toujours réfléchi plus comme un produit web. Ouais. Au départ, c'était comme c'est un produit qu'on ne vend que sur le web, donc on l'a réfléchi pour que ça va faire une belle photo, que ça va, mais pas besoin de plus que ça. Mais là, aujourd'hui, bien réfléchi, même au toucher, on sent qu'il y a une expérience d'achat, on sent que ça a été pensé pour le le physique aussi. Oui, c'est ça. T'as le petit slide, là, tu pourrais même faire des vidéos ASM. Oui, non, mais c'est ça. Mais le pire, c'est que je fais jamais... Ça, c'est une autre affaire aussi, là, si on veut parler plus de marketing. Je suis super gêné de faire du marketing. OK, ouais. Puis genre, je fais pas de contenu commandité dans la vie. Les gens qui me suivent vont peut-être avoir remarqué, je ne fais aucune collaboration commerciale. Donc, c'est pas un moyen de revenu pour moi. J'ai vu, parce que je suis très, très sensible. Comme pour l'indépendance du contenu, puis avoir le droit de critiquer qui je veux. Exact. Et donc, si quelqu'un m'a payé, peut-être je vais être gêné de le critiquer. Mais aussi, parce que je pense que ça gosse le monde. Mon intuition, OK? En tout cas, moi, c'est ça que... Donc... Parce que là, tu fais partie de la génération 2014 où il y avait la chasse aux sorcières aussi. Dès qu'il y avait une collaboration, c'était « Oh, il ose gagner sa vie alors qu'il nous crée du contenu 30 heures par semaine. » C'est vrai qu'il y avait ce truc-là, cette mouvance un petit peu. Tu penses que ça a changé? Je pense que ça a changé. Il y en a toujours que ça gosse, ça c'est clair. En fait, je pense que ça dépend. C'est à la fois... des fois une méconnaissance du public, moi qui fais aussi de par Bonne Bouffe Montréal où on fait des reviews de resto, on travaille avec des produits, je pense que ça dépend aussi de l'éthique de certains créateurs de contenu, mais à la fois aussi la perception des gens. Je pense que comme tu disais, rien ne t'empêche de, s'il y a une marque qui t'envoie un produit et que ça te plaît pas, tu fais le virement fait sens inverse si au final t'es pas satisfait. Nous, c'est ce qu'on fait par exemple des fois, s'il y a un resto qui nous invite et qu'on n'aime pas et que c'est une collaboration commerciale, on l'indique, si ça nous plaît pas, le virement fait sens inverse parce que nous, on a notre ligne, c'est important pour nous et on a travaillé aussi pour développer plein de sources de revenus pour pas dépendre de ça, c'est ça où ça peut être dangereux. C'est que sinon après t'es obligé, tu deviens un écran publicitaire. Je pense que c'est aussi la limite, en fait c'est toujours un jeu de frontières, c'est que tu veux pas être un écran publicitaire et tu veux aussi être fidèle à toi-même. Donc, et à la fois les gens, il y en a qui effectivement, je pense que ce qui leur fait de la peine, c'est qu'ils se disent si c'est de la pub, la personne va oublier son éthique, elle va oublier de dire ce qu'elle aime ou ce qu'elle aime pas. Forcément, elle va dire un truc qui est pas forcément bon, que c'est bon. Donc j'ai l'impression que c'est plus ça les gens, mais de plus en plus, je le ressens moi, en tout cas sur le web, qu'il y a une tolérance de plus en plus aux collaborations. Faut pas que tous les contenus soient commandités, effectivement. Quoique maintenant les youtubeurs, ça se fait et tout le monde le dit maintenant quand ils font des gros concepts. Du moins, je prends l'exemple du YouTube français. Cette vidéo n'aurait pas été possible sans notre truc. Alors qu'avant, tu disais timidement, alors on a un sponsor,
on va utiliser cet argent pour le réinvestir dans le matériel, vous inquiétez pas, on va pas gagner d'argent avec ça. Limite, avant, il y avait une honte de on n'a pas le droit de gagner d'argent avec de la création, alors qu'à la télé, c'est particulièrement en Amérique du Nord, tu as 14 écrans publicitaires en une minute. Tu sais, je pense que c'est de plus en plus accepté. Après, je comprends évidemment, par contre, toi, dans ton cadre de nutritionniste, que tu veux pas avoir des conflits assez carrément. Tu peux avoir des conflits d'intérêts. Mais après, je pense que de plus en plus, il peut y avoir des marques qui vont être intelligentes aussi, de voir, ça, c'est de la discussion en direct, mais de dire, comme des fois, il existe encore cette pratique quand tu es un créateur où tu reçois un brief presque de ce que tu dois dire. Oui. Moi, des fois, je vois ça, je fais, mais c'est quoi cette histoire? Ou alors, des fois, ça arrive, des fois, parce que c'est des process. Tu étais dans des process d'agence où on reçoit, Alexis, tu peux nous envoyer ta voix off? Je peux pas, j'ai pas encore été mangé. Je peux pas savoir ce que je vais. Donc, tu sais, je vois s'il y a cette question, c'est qu'il y en a qui sont capables d'envoyer le truc avant. C'est moi, c'est ce que je me dis. Je me dis, je peux pas. Parce que je vais savoir si pendant que je croque, je vais faire je sais pas. Je peux pas te le dire. Je peux essayer de m'arranger pour le faire vite après, une fois que j'ai testé le resto, le produit, mais c'est impossible. Je peux pas te dire. Tu sais, donc je pense que c'est vraiment plus. Les gens s'habituent à ça, mais en tout cas, c'est intéressant de savoir que c'est pas dans tes sources de revenus. Donc voilà, petite parenthèse, mais je pense que ça se démocratise. La vision sur la création de contenu et le milieu de l'influence aussi, qui est très décrié aussi au Québec, c'est qui est très mal vu, notamment avec l'histoire, là, j'avais vu dans un avion ou je ne sais quoi, j'ai vu qu'il y a eu la polémique, j'ai l'impression que ça beaucoup part de là, tu sais, des influenceurs. Non, je pense que ça part de là. Ah ouais, tu penses que c'était même avant qu'il y avait un peu, pas cette haine, j'ai envie de dire, mais tu sais, c'est un petit peu mal vu encore, mais j'ai l'impression que ça se développe de plus en plus, et je pense que c'est la responsabilité aussi de chaque créateur de si je le partage, tu sais, je suis aligné avec ce que je partage, tu vois, et je l'assume. Faut pas, si derrière tu te transformes en écran publicitaire, là c'est là où tu perds ton audience. Tu vois. Mais j'ai de la difficulté, tu vois, c'est ça. Genre, je pense que c'est vraiment, peut-être comme tu dis, j'ai une autre génération d'influenceurs, mais on dirait que je suis très, très, très sensible à ça, puis j'ai peur que ma communauté soit fâchée contre moi ou qu'ils trouvent ça plate. Puis donc, tu sais, j'ai parlé d'algorithme au début, puis comme, on dirait que je me sens encore, peut-être parce que j'ai tellement comme joué avec les algorithmes sur Facebook, puis genre j'ai tellement comme appris à les utiliser, puis tout, que maintenant, même encore sur TikTok ou Instagram, TikTok, c'est vraiment plus difficile. J'ai l'impression que c'est plus difficile d'avoir un quelconque contrôle. Mais Instagram, on dirait que là, genre, j'ai comme catché un peu comme comment savoir quel contenu est-ce qui va plus circuler ou pas. Je peux pas te dire exactement à quelle valeur. Bien sûr, mais c'est que, OK, en fait, je vais te le dire de façon plus claire. Un contenu qui marche pas, ça peut péter ton algorithme après ça pour tes prochaines publications. C'est la peur qu'on a tous quand on crée du contenu. Tu sais, chaque fois, on se dit « Ah! » Alors, pour cette raison-là, je ne crée que du contenu que je considère comme étant de très haute qualité. Et pour moi, jamais un contenu qui est commandité ne sera de suffisante qualité, ou en fait, le simple fait qu'il y ait une commandite fait que les gens vont peut-être moins vouloir juste le regarder ou le cliquer parce que ça va être une barrière. Peut-être qu'ils vont pas me juger, mais c'est juste comme m'en fous d'une pub, ça n'en pas écouter. Et juste à cause de ça, ça peut que ça pète mon algorithme après ça. Et t'as peur qu'après tomber dans les abysses. Je dis pas que je vais tomber, je vais avoir 0, je pense pas, là, mais je pense que ça nuit. Et donc, pour revenir aux semences, c'est la même chose. Un des gros problèmes que j'ai, c'est le marketing de mes semences. Comment est-ce que j'en parle? En fait, c'est pas un problème. Tu fais un compte à part? Il y a un compte à part? Non. OK. C'est ça. J'ai pas de compte à part. C'est ça. Ça, c'est dans mes réflexions. Là, je fais-tu un compte à part? Non, mais tu sais, je suis tout seul. Là, fait qu'il y a une limite à qu'est-ce que je suis capable de faire. Mais j'ai peur que si je parle trop souvent de mes produits, les gens vont s'écœurer, ou justement, ça va faire un contenu qui va être comme OK, tu nous en as déjà parlé de ça, là, pourquoi? Comme, je veux pas en entendre plus. Et donc, tous mes produits, sans exception, mon seul marketing que je fais, c'est je fais une publication sur le produit au moment du lancement. OK, ouais, je comprends. That's it. Ouais, donc vraiment pas à l'aise. En fait, c'est intéressant parce que tu es à l'aise forcément sur le côté B2B, dans le sens où là, tu vas aller te vendre. Parce que là, tu te dis, c'est un petit peu, c'est sous le tapis, entre guillemets, c'est des échanges de courriel, mais publiquement, tu te dis, j'ai peur de décevoir, tu sais. Et ça, c'est intéressant parce que je le disais il y a quelques jours, tu sais, j'intervenais au Célèbre de Trois-Rivières qui a lancé une magnifique certification en marketing d'influence et en création de contenu. Et je disais, c'est correct de gagner de l'argent avec, notamment même publiquement, qu'on n'est plus à l'époque où on devait être les troubadours du web. C'est vrai qu'on a tellement été biberonnés à se dire on doit donner aux gens, mais tu sais,
mine de rien, c'est chaque fois que tu fais ça, et que tu mets en avant tes produits, tu as le droit déjà de vendre, tu vois, et tu as le droit aussi ça te permet après toi de faire rayonner encore plus ta mission, parce qu'à l'inverse, tout ça fait du bien. Déjà, les produits amènent du positif, et déjà, le fait de gagner de l'argent, ça te permet aussi de pouvoir encore plus cultiver ta liberté aussi, et à l'inverse de pas, si demain, imaginons, à l'inverse, t'as pas de revenus, forcément l'argent permet d'aller chercher cette liberté. Donc en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Mais je comprends, parce que c'est un truc qu'on entend beaucoup, notamment parce que là, au final, je te considère, en fait, on a répondu à plein de questions spontanément. J'allais dire, c'est quoi ta stratégie marketing? Mais pour les gens qui nous écoutent et qui veulent en tirer des conclusions, toi, c'est vraiment médias sociaux, c'est ça? Si on va vraiment plus deep dans ma stratégie, là, donc je suis pas sûr que c'est une stratégie qui fonctionne vraiment beaucoup pour beaucoup de monde. Pourquoi est-ce qu'elle fonctionne, cette stratégie-là? C'est parce que j'ai une grosse communauté. Ouais. Et aussi que je vais limiter en quelque sorte la production. Ou c'est pas que je la limite, mais c'est que comme c'est un produit qui est tellement niche et que la production de ce produit-là, donc moi, c'est des semences de fruits et légumes rares. Je peux pas en avoir 10 millions des semences. Non, c'est clair. Donc, il y a une limite de toute façon à ce que je suis capable de trouver de ce qui existe. Donc, à cause de ça, tu as limite de produits et gros bassin de gens qui potentiellement peuvent être intéressés à les acheter. Donc, comment je fonctionne, c'est j'ai une infolettre. OK. Que j'utilise très mal. Vraiment, très mal. Et donc, j'envoie une infolette 24 heures à l'avance. Ouais. J'envoie à mes abonnés à l'infolettre, voici mon nouveau produit. Vous avez 24 heures pour l'acheter avant que les autres le sachent, parce que mes produits s'écoulent généralement en 2 jours. Donc là, c'est le côté club VIP exclu. Exactement. Okay. Donc là, ils ont le droit d'acheter à l'avance, qui dans le fond est une stratégie. Puis je veux dire, le pire, c'est que je le fais vraiment parce que les gens, ils chialaient, parce qu'ils étaient comme, je viens juste de voir ta publication, puis il en reste plus de tes produits, puis je suis comme, je sais, juste ça part trop vite, puis je peux pas, c'est ça, c'est désolé. Fait que là, j'étais comme, gars, abonnez-vous. Puis je vais pouvoir le dire. Mais tu sais, l'un nourrit l'autre, parce que les gens là sont comme drillés à si je l'achète pas maintenant, il va disparaître. Puis, c'est clair, oui. Mais le fait qu'il l'achète, ça fait que ça disparaît. Ouais, c'est clair. C'est comme l'un va nourrir l'autre. Donc là, 24 heures à l'avance, j'envoie à mon infolettre. Et après ça, je crée une publication. Donc, à une certaine époque, c'était sur Facebook. Maintenant, c'est Instagram et TikTok. C'est pas vrai. Maintenant, c'est pas vrai. Je l'ai fait pour tout. Mettons, OK, mon dernier produit que j'ai lancé, c'est un kit pour cultiver le pawpaw. Okay? Ouais, j'ai vu la vidéo, le pawpaw. C'est mon petit dernier, OK? Un fruit, ouais, c'est ça. C'est un fruit... un fruit du Canada. Ouais, mais tropical, en fait, dans l'ambiance un peu. Qui goûte tropical, qui goûte la banane, la mangue, que les gens connaissent pas. Ouais. Donc, veux pas, j'ai réfléchi aussi mon produit en sachant c'est quelque chose de très étonnant. Les gens n'ont jamais entendu parler. Donc, ça va générer un intérêt sur les médias sociaux parce que c'est très rare puis c'est méconnu. Puis quand j'en parle au monde autour de moi, je vois tout de suite la réaction. Donc, ça, c'est une autre façon pour tester la réaction des gens sur les médias sociaux. Teste-la dans la vraie vie. Si tu racontes une histoire de ton produit à des gens dans la vraie vie, c'est quoi qui ressort de ça? Puis tweak ton message et tu vas avoir la même réception dans l'histoire que tu vas raconter sur les médias sociaux. Donc, c'est ça. Bref. Donc, j'ai sorti ce produit-là. Donc, ma stratégie, c'est je fais donc mon infolettre 24 heures à l'avance. Le lendemain, je publie sur Facebook une publication vraiment réfléchie pour Facebook de qu'est-ce qui fonctionne bien. Donc, dans ce cas-ci, c'est encore des photos là, sur Facebook. Fait que plusieurs photos parce que ça fait un beau petit... le beau petit carrousel. Exactement, un beau petit carrousel que les gens aiment. Avec, sur les photos, du texte. C'est du beau texte qui est écrit. Fait que là, donc, tu vois un petit peu, fait que c'est ça. Après ça, j'ai une vidéo que je vais faire la même vidéo sur TikTok et Instagram, parce que maintenant, c'est rendu la même application. Petit conseil d'ailleurs aux gens qui nous écoutent, ça je le dis, arrêtons de répéter ce bruit de couloir qu'il y a eu pendant des années de il faut créer du contenu unique sur toutes les plateformes. On est à une époque actuellement, à l'âge d'or, où tout le monde copie TikTok. Donc faites exactement la même. Pensez-la pour TikTok, pensez-la toujours d'abord pour TikTok. Ça, c'est moi le conseil que je donne. Parce que c'est le plus... faut penser pour le boss de fin. Absolument. Plutôt qu'une bonne vidéo sur TikTok, elle fait souvent une très bonne vidéo sur Instagram, mais l'inverse, c'est pas toujours vrai. Donc, et après, c'est ce que tu fais, c'est ce que je fais aussi. Moi, quand je crée une vidéo pour TikTok, je la republie sur Insta, je la republie même sur YouTube. Je sais pas si tu exploites les YouTube Shorts. Non, pas du tout. Mais sauf que, par contre, il y a une limite. 59 secondes pour l'instant. C'est ça. Moi, mes vidéos sont plus longues. Ah ouais, ton format. Puis ça, c'est un truc que j'aime aussi parce que je suis capable de faire du 3 minutes, 4 minutes, puis les gens, ils écoutent pareil. Fait que ça, c'est cool parce que c'est ça que je veux faire. parce que c'est pas long, mais je sais que tu sais. Oui, bien sûr, mais dans le format court, c'est une éternité. Comme comment je fais pour passer des trucs intelligents en
30 secondes, c'est comme non, c'est dur, je peux faire une connerie en 30 secondes, mais pas dire quelque chose de vraiment intelligent. En tout cas, il y a une limite. Bref. Et donc, ça, c'est ma stratégie. Point. Mais, jusqu'à présent, ça marche toujours. OK? Mais encore une fois, parce que j'ai des gens qui me suivent, parce que ci, parce que ça, bon. Puis que je suis bon, tu sais, ma force, c'est que je suis très bon pour te raconter une histoire. Ça fait longtemps que je fais des médias, je suis capable de te raconter, je sais qu'est-ce qui va t'accrocher dans mon histoire, puis je comprends comment faire mon petit montage vidéo, puis tout. Fait que tu fais tout toi-même d'ailleurs? Ça, c'était une de mes questions. Ouais, je fais vraiment tout. T'as pas d'équipe à l'interne qui... Non, ça serait mon rêve éventuellement. Je parlais avec Amine Labi. Bien sûr, oui, bien sûr. Puis là, si je racontais, peut-être il y a 1 an, on s'est rencontrés. Je pense que c'était... En tout cas, on s'est rencontrés à un endroit, je me sais plus trop où. Puis là, on avait du temps pour jaser. Fait que là, il me racontait un petit peu, lui, comment il fonctionnait pour, en fait, son studio carrément de vidéo, là, puis de comment il s'est lancé sur YouTube là, récemment et tout ça, c'est incroyable. OK, tu vois, je savais même pas. Puis je sais comme c'est mon rêve. Tu sais, lui, il y a une équipe. En gros, c'est ça. Lui, il y a une équipe vraiment de gens qui font le montage. Il s'est créé un studio. Ils sont vraiment équipés à leur bureau. Ils ont un studio avec, justement, les belles caméras, les beaux micros. Je te dis pas que ça a coûté cher, mais juste qu'ils sont équipés. Lui, il se pointe, il fait ses vidéos, il fait son contenu, puis après ça, il y a quelqu'un qui s'occupe de faire le montage, puis that's it. Puis ça marche vraiment super bien, ces vidéos. Puis c'est parfait. Puis j'étais comme, c'est tellement mon rêve un jour de pouvoir faire ça, de me dire, OK, pour vrai, genre moi, j'ai juste je réfléchis à mon contenu, là, puis quelqu'un d'autre va tout s'occuper de faire le reste, ça serait le best. Mais pour le moment, en attendant que je devienne Amine Labi, je vais faire mon montage moi-même. Tu gères tous tes aspects là, du marketing. Là, tu gères tous les aspects de... Je gère tout. Ta marque de Bernard Lavallée, c'est toi. Je gère tout. Ouais, c'est ça. Je peux te dire un petit peu les gens qui m'aident. Parce qu'il y a quand même du monde que j'engage. J'ai pas d'employés, mais il y a des gens qui j'engage à contrat pour m'aider à faire différentes choses. Donc, il y a mon chum qui fait toutes les illustrations, le design et tout. Donc ça, on parle, des produits, mais de tout l'univers visuel que tu peux t'imaginer de l'infolettre, les petits bandeaux, les affaires. Là. Donc, il y a beaucoup de choses quand même qui sont faites par lui, qui est super important pour la marque, pour que ça fonctionne. J'ai une adjointe administrative qui, elle, fait le lien avec tous les points de vente. Trouver des nouveaux points de vente, organiser les envois, puis tout ça, puis faire le service à la clientèle, puis bon, bref. Donc, c'est comme l'adresse de base. Si tu veux m'écrire, puis que tout le monde s'arrange là, puis elle a fait le tri là-dedans. J'ai des employés, pas des employés, mais des gens que j'engage à l'entrepôt. Donc là, qui vont s'occuper de faire le shipping, justement, quand on fait des ventes. Donc, donc chaque semaine. J'ai, maintenant, depuis pas très longtemps, j'ai engagé... En fait, j'ai une technicienne comptable qu'elle s'occupe de faire. Donc, tu sais, que moi, je envoyer mes factures, puis elle va faire comme ma comptabilité. En tout cas, elle va faire une bonne partie de ma comptabilité. J'ai une fille maintenant depuis peu, qui est comme gestionnaire de projet, on va dire. Elle a étudié en gestion de projet, en marketing, puis administration, tu vois un peu ce profil-là. Elle est nutritionniste de formation, mais qui après ça s'est spécialisée en gestion de projet puis en marketing. Puis elle a travaillé dans de la grosse gestion de projet dans des hôpitaux, mettons, des grosses affaires beaucoup plus gros que qu'est-ce que moi je fais, mettons. Donc, elle est vraiment bonne. Puis ça fait pas longtemps qu'on a commencé à travailler ensemble, mais là, le premier projet qu'elle m'a aidé à gérer, c'était les formations en ligne, justement. Puis sans elle, j'aurais pas réussi. Tu sais, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, mais sans déléguer ce travail-là à quelqu'un pour le faire, le support, ça n'aurait pas marché. Donc là, maintenant qu'elle travaille avec moi, l'objectif, c'est justement qu'elle m'aide à gérer des projets, justement pour que je puisse me concentrer sur le contenu, puis qu'elle, je peux lui faire confiance, puis OK, elle va genre gauler, puis elle va faire avancer les différents projets. Et elle m'aide aussi dans tout ce qui est mon autre grosse faiblesse, l'argent. C'est-à-dire... Parce que moi, là, je l'ai dit à quelques reprises, je pense, mon objectif, c'est juste comme, j'ai tout d'argent dans mon compte de banque, puis genre, je peux payer mon loyer, genre. Donc, mes produits, là, j'ai jamais checké est-ce que je faisais des profits avec ou pas. Je les faisais parce que je les trouvais beaux. C'est puis que incroyable. Je trouvais ça nice à le faire. Mais là, maintenant, enfin, j'ai quelqu'un qui regarde, puis comme, non, ben là, faut que tu charges tant pour ton produit parce que sinon, comme, tu vas pas faire d'argent. Puis c'est ça. Puis encore une fois, sa façon de me motiver à le faire, c'est comme, ben, si tu vas avoir le temps d'écrire et de faire des choses, il faut que tu fasses de l'argent quelque part. Puis mettons, ces produits-là, tu sais, comme le pawpaw, mettons, ou comme j'avais fait pour le melon, c'est que là, j'écris des livres avec, la petite carte Pokémon. C'est incroyable. Mais tu sais, j'écris des livres. Fait que là, c'est comme, tu sais, je passe au minimum 1 mois de travail à temps plein là-dessus, au moins, si c'est pas plus. Fait que c'est comme si j'ai 1 mois pas de salaire, parce que je fais juste faire un livre, ben, il faut que le flux, il faut qu'il y ait du cash flow. Il faut qu'il y ait de l'argent qui arrive à un moment donné. Fait que
Fait qu'elle m'aide à avoir ces réflexions-là de dire, ben si tu attends d'écrire d'autres petits livres parce que tu as du fun à le faire, puis c'est ça, ben il faut que tu vendes ton produit à un prix qui va te permettre d'avoir 1 mois pas de salaire ou 2 mois pas de salaire, puis que tu peux le faire. Incroyable. Non, mais au final, petite équipe, et c'est ça de toute façon... Ben moi, je suis biaisé vu que je suis spécialiste médias sociaux, mais je le dis toujours, c'est ça l'avantage aussi des médias sociaux. Toi qui as une stratégie beaucoup basée, presque en intégralité, sur les médias sociaux. Et ça, après, ça t'a amené du média traditionnel, mais tu génères pas volontairement, tu fais pas des relations presse ou quoi. C'est tes interventions qui génèrent de la retombée presse, mais tu fais pas de publicité, tu fais pas de ads non plus dans ton contenu, que de l'organique. Ouais, moi, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu veux dire de booster des posts, maintenant? Ouais. Ou des campagnes qui tournent en continu sur tes comptes. OK. Ben, parlons-en. Facebook, 2014, full. Ah ouais? Full. Je mettais vraiment beaucoup d'argent en pub. Ah ouais? Vraiment. J'aurais cru qu'aujourd'hui, parce qu'à l'époque, l'algorithme organique était pas si pire. Dans le fond, là, ben, c'était bon. Mais moi, c'est peut-être parce que je voulais toujours plus. Mais t'as raison, ça coûtait rien à l'époque. Mais ça coûtait rien pantoute. Et donc, oui, j'ai investi beaucoup d'argent en publicité sur Facebook à l'époque. Dans le fond, je publiais... Mais regarde, tu vas rire, OK? Parce que je publiais, mettons, un post sur Facebook pour un nouvel article de blog, mettons. Là, c'est super bon, mais là, j'étais comme, OK, pour que, mettons, un jour ou deux de plus d'avoir full de trafic, je mettais $50. Et là, boum! Et là, c'était genre... 1000, 2000 abonnés! Et oui, mais oui! C'est incroyable. Ben oui. Ah, c'était quelle époque? Donc, à cette époque-là, ça valait full la peine de faire ça. Fait que là, j'ai mis beaucoup d'argent. Même chose pour la vente de mes coffrets. Tu sais, pour vrai, ça me coûtait peut-être 1$ par achat. Tu sais, comme... C'est que c'est le genre d'affaires qui n'ont aucun rapport clair. De comme... Donc, aucune publicité dans la vie va valoir moins que ça. Là, c'est impossible. Donc, bref. Mais ça fait peut-être 2 ans là, que j'ai arrêté complètement de faire ça. Le seul truc, puis là, c'est un truc que moi, pas que j'ai découvert, c'est pas ça, mais que quand tu as un post qui marche, quand tu as un reel sur Instagram qui marche vraiment bien, tu sais que organiquement, tu vois qu'il marche vraiment bien, puis que là, tu mets qu'Instagram le met dans, là, c'est pas For You Explore, ou en tout cas, whatever, comme le For You page. Exact, là, c'est ça. Puis qui se met à l'envoyer à du monde qui ne connaissent pas, puis que là, tu vois comme, OK, pour vrai, j'ai de nouveaux abonnés. Ça peut valoir la peine de mettre de l'argent sur ce post-là. Puis pour pas beaucoup d'argent, tu vas avoir vraiment beaucoup de nouveaux abonnés. Mais je le fais vraiment pas souvent parce que, sans joke, là, ça va très bien mes affaires organiquement en organique, ce moment. Fait que je n'ai pas tant besoin en ce moment. Puis je suis comme, ça va vraiment... Mais en fond, peut-être que si je le faisais, je serais à 100 000 abonnés aujourd'hui. Ou l'inverse aussi, parce que souvent, d'ailleurs, le point, ce que je rebondis sur ce que tu dis, c'est vrai que c'est excellent. Souvent, c'est contre-intuitif, mais les gens ont tendance à booster des posts qui sous-performent. Booster des posts qui surperforment, parce que ça veut dire qu'organiquement, il est bon, donc il va être encore meilleur. Mais c'est vrai que moi, moi après, mon terrain de jeu, c'est l'organique aussi. C'est ma spécialité, je fais pas d'ads. Mais c'est vrai que je veux pas trop habituer les algorithmes avec du payant, sinon il va être un peu feignant et ils vont pas plus vouloir te montrer. Puis même ça, des fois, c'est comme, si tu vrai ou pas vrai, c'est difficile à le savoir, mais... que des hypothèses chaque fois. Mais moi, je le ressens pour avoir bâti beaucoup d'honneur. Je vois que c'est des fois où tu sais, t'as mis de l'argent et j'ai l'impression qu'ils attendent le chèque après les plateformes. Ils disent, c'est très possible. Honnêtement, je suis persuadé aussi. Donc, stratégie vraiment basée sur les médias sociaux. C'est pour ça que je recommande à n'importe qui, vous qui êtes une entreprise agroalimentaire, si vous partez. Une fois de plus, je suis biaisé parce que c'est mon expertise, mais c'est vrai que les médias sociaux, c'est le seul truc où au jour 1 et au jour 1000, pour presque le même effort, vous pouvez avoir un résultat qui est exponentiel. Faire une publication quand tu as 0 abonnés, une vidéo, c'est à peu de choses près la même que quand tu as 35 000 abonnés, sauf qu'à l'inverse, les résultats sont démultipliés. Ça qui est incroyable, c'est que ton audience, elle grossit et c'est de plus en plus simple, entre guillemets, d'aller chercher des résultats. Donc, petit point aussi, là, tu as une stratégie presque... C'est pure player sur les médias sociaux, mais à la fois, pour moi, c'est un des meilleurs leviers actuels et encore plus pour mettre en avant son image. Après, ce qui est important, c'est d'être sur plusieurs plateformes aussi, comme on disait. Puis, tu sais, moi, personnellement, en tout cas, tu sais, tant qu'à parler d'algorithme, mais tu sais, je crois peu, mettons, à tout ce qui est genre le blacklisting, puis toutes ces affaires-là. Tu sais, je pense que des fois, on va avoir tendance à vouloir expliquer un post qui fonctionne pas bien en disant comme, c'est l'algorithme. Mais non. Ben, peut-être, mais moi, j'y crois plus ou moins. Je pense que ça se peut que ton contenu ait pas fonctionné parce que c'était pas intéressant. Puis ça peut être des choses super niaiseuses t'aurais dû prendre 1 seconde de plus pour crier au début, puis là, les gens resteraient... Complètement. Le hook. Ça va être un bon hook ou whatever, mais ça peut être n'importe quoi, mais moi, je me suis toujours tapé... En fait, je me tape toujours sur la tête. Si le contenu marche pas, je suis comme, c'est de ma faute.
Mais c'est une bonne façon de penser. Comment est-ce que je peux faire pour améliorer la prochaine fois puis que ça fonctionne davantage? C'est toujours ça que je me suis dit. Puis c'est comme, OK, je pensais que je le trouve... Puis ça se peut, je suis comme, je le trouve vraiment bon, ce contenu-là, puis je suis fier de l'avoir fait. Malheureusement, il ne fonctionne pas aussi bien. Bon, OK, alors, la prochaine fois, je vais trouver une autre façon. Peut-être qu'il faut que ce soit plus court, peut-être qu'il faut que je fasse ci, fasse ça. Mais je pense que ta stratégie, effectivement, si un post fonctionne bien, c'est pas le hasard qui fonctionne bien. 100%. Non, c'est pas juste l'algorithme. C'est parce que les gens réagissent positivement à ton contenu. Donc oui, ça peut valoir la peine de ce temps-là. Soit de t'inspirer de ce que tu as fait. Tu n'auras peut-être pas le même résultat, mais... Tu vas avoir une mécanique et de toute façon, c'est clair qu'il n'y a rien qui est dû au hasard et de toute façon, au bout d'un moment, au plus on crée de contenu, au plus on voit des tendances, des choses qui se détachent, qu'on peut reproduire et comme tu dis, tu l'as dit à un moment, c'est du essai-erreur. Tu disais, moi, je fais beaucoup d'essais-erreurs. Et la réalité du terrain, c'est que c'est beaucoup ça aussi. Tu sais, il y a personne. Souvent, je dis à des entreprises quand ils démarrent, si vous allez dans une grande agence et qu'ils vous disent c'est exactement ça qu'il faut faire pour atteindre les résultats, c'est que cette personne-là n'a jamais été confrontée au terrain ou alors qu'elle a un ego surdimensionné. Mais la réalité, moi, ce que je dis, c'est que on va faire des hypothèses. C'est ça le marketing. On pose des hypothèses et après, on va essayer de le confronter au terrain. Et c'est le terrain qui va décider. De toute façon, on a beau faire le grand plan, des fois, ça va flopper. Et après, on va changer un autre truc ou alors on va changer complètement. Et là, en bout de ligne, c'est peu importe le plan d'affaires ou autre qu'on a, c'est les gens qui vont décider. Il y a quelques épisodes, on avait la distillerie Trois-Lacs qu'on a reçue et ils nous disaient, nous au début, on avait tout misé sur le tournesol, c'était ça. Et dès qu'on a commencé à faire les premières dégustations, on s'est dit, alors les gens, ils aimaient le citron, mais le tournesol, Bon, ils ont tout changé après. Ils ont dit, en fait, c'est quand on l'a confronté au terrain qu'on a tiré cette réalité-là. Donc, test, essai, erreur, c'est au contraire, c'est le meilleur truc qu'on peut vous recommander. Et des fois, on va tirer des conclusions positives. Donc, on va juste essayer de le reproduire pour que ça fonctionne. Et donc, c'est ça. Et on a beaucoup parlé marketing, vraiment très intensément. Et là, il y a une question, vu que tu as une grosse audience qui m'intéresse, parce qu'on n'en parle pas assez. Et ça peut faire peur aux gens, c'est les haters. Comment toi tu gères les haters? Parce que c'est pas avec tout le monde que je peux parler de ça, parce que c'est vraiment qu'on a une audience beaucoup plus grande, qu'on est confronté. Comment tu réagis à ça? Qu'est-ce que tu penses? Moi, personnellement, je suis quand même chanceux parce que j'en ai pas tant eu. Tu sais, j'en ai eu, là, c'est sûr. Puis, c'est normal. Oui. Dans le fond, premièrement, c'est est-ce que je suis confiant dans ce que je dis? Donc moi, ça me dérange tellement pas. Avoir des gens qui sont en désaccord avec moi, ça me dérange pas. Tant que ce que j'ai dit, je suis à l'aise avec ce que j'ai dit. T'es en désaccord, c'est bien correct, puis t'as peut-être raison, mais voici c'est quoi mon opinion. T'as une autre opinion, parfait. Puis je me souviens même dans mes débuts dans le blog et tout ça, ça m'est arrivé des fois, je publiais un article, là je recevais des commentaires de quelqu'un qui était comme « Ah, mais moi je travaille dans ce milieu-là, puis ce que t'as dit c'est pas vrai » ou genre « Je suis pas d'accord, non, puis ça m'arrivait de changer mes articles selon la rétroaction du monde pour justement « Oh, c'est une erreur » ou peu importe. Fait que ça m'a jamais vraiment dérangé. Au contraire, je trouvais ça vraiment nice parce que je me disais « C'est fou, là, je peux publier un article » Puis là, tous les spécialistes de ce domaine-là, ils vont venir m'écrire, genre, qu'est-ce qu'ils pensent. M'apprendre des choses aussi, me nourrir. Ouais. Fait que ça, je trouvais ça quand même le fun. J'en ai eu aussi, là, des moments où est-ce que, de plus de critiques et tout ça. Mais chaque fois, c'est jamais arrivé que je me fasse critiquer pour des choses avec lesquelles, je sais pas, comme j'avais honte. Ou que j'étais comme, c'est vrai que j'aurais pas dû faire ça. Ou, à chaque fois, j'étais comme, non, j'ai raison. Puis ça me gosse que les gens ils soient en désaccord. Je vais donner des exemples. Mettons, ma plus grosse controverse que j'ai eue, mettons, là, c'est il y a plusieurs années, il y avait la chaîne d'épicerie Maxi qui avait fait une publicité. Puis c'était avec Martin Matt. Puis il y avait un fat suit. Fait qu'il était il était en gros, dans le fond. Puis là, il faisait comme s'il avait mangé full d'aliments, puis qu'il avait grossi. Puis je pense que c'était pendant la pandémie, si je me trompe pas. Puis là, c'était vraiment genre, j'ai pris full de poids, puis c'est parce que je mange trop, puis whatever. Puis j'avais fait un post pour expliquer comme pourquoi c'était grossophobe. Ah oui, j'avais vu sur ton blog, je crois. C'est ça, exactement. Pour vrai, c'est dans les derniers articles que j'ai écrits. Ça a fait une couple d'années. J'ai reçu tellement de messages de haine après cette publication-là. Puis j'en ai appris beaucoup après ça. Dans le fond, pourquoi? C'est parce que même si j'étais 100% neutre et poli et je n'attaquais pas la personne, j'attaquais pas la personne en tant que telle, j'expliquais le phénomène, j'expliquais c'est quoi la grossophobie, pourquoi c'est grossophobe, puis tout ça. Mais les gens avaient l'impression que j'attaquais Martin Matt, mettons. Ce qui n'était pas pantoute le cas, mais bon, peu importe. Et donc, tous les fans me sont rentrés dedans, puis vraiment comme... Mais là, c'était des insultes personnelles et compagnie, là, tu sais. Bien sûr, mais c'était tellement intense, c'était des milliers d'insultes. Ah ouais, à ce point, OK.
intense, là. Quelqu'un a hacké mon site. Puis, tu sais, genre, c'était vraiment une big affaire, là, tu sais. Puis là, ça, j'ai fait, je déconnecte. Puis là, je passe la fin de semaine dans mon lit, genre. Puis là, j'étais comme vraiment depressed. J'étais comme, oh my God, c'est horrible. Genre, puis là, je capotais vraiment. Mais c'était comme la dernière fois où est-ce que vraiment j'ai comme fait, hey, pour vrai, c'est too much, mettons. Puis là, depuis ce temps-là, tu sais, il m'est jamais arrivé des grosses controverses comme ça. C'est assez rare. Tu sais, je me fais quand même critiquer ou ça se peut que des gens soient pas d'accord, mais c'est rare que je le prends personnel. Tu sais, c'est comme, pour vrai, t'as le droit à ton avis. Puis même, je te dirais que ça s'est beaucoup amélioré avec TikTok. Parce que, je sais pas c'est quoi ton expérience sur TikTok, mais à cause de l'algorithme, donc la façon dont la plateforme fonctionne, c'est que ça l'envoie plus à du monde qui te connaissent pas que du monde qui te connaissent. Le monde, il tombe sur moi, là, puis là, il m'insulte, mais de façon exagérée, parce que ça se peut, mettons, justement, que ce soit quelqu'un qui est un homophobe, mettons, puis il voit mon contenu, ou genre quelqu'un qui, je sais pas, il est pas d'accord avec ce que je dis par rapport à la bouffe, versus, mettons, Instagram, que c'est le monde qui me suit, c'est parce qu'il m'aime. C'est clair, 100%. Mais là, TikTok, c'est juste, ça t'envoie pas à la planète, mais mettons, au Québec en entier, du monde de partout. Fait que les insultes étaient tellement exagérées que ça me fait rire. Ouais, parce que je suis comme, ben ça se peut pas que quelqu'un ait écrit ça, mettons. Tu sais, c'est comme, jamais dans ma vie, je pourrais croire que quelqu'un a écrit cette affaire-là, fait que ça me fait rire, parce que je me dis, ça se peut pas. Mais c'est vrai que c'est violent, hein, on s'en rend pas compte. C'est pour ça que je pose la question, parce que souvent, il y en a des fois, ils nous demandent ben, comment tu fais, parce que forcément, quand tu as une certaine audience, est-ce que ça t'atteint? Moi, le seul conseil que je donne aux gens, c'est de autant, c'est ma technique que j'utilise depuis plusieurs années, autant rejeter le positif que le négatif. C'est-à-dire autant avoir une distance avec t'es le meilleur, parce qu'on me connaît pas, que t'es une merde. C'est le seul truc que moi, personnellement, j'ai trouvé pour pas me faire affecter. Et des fois, même, ça me fait rire. Nous, classiques, on est insultés parce qu'on est français, qu'on ose parler de bouffe au Québec, alors que notre compte est dédié à juste parler quand c'est positif. On s'est créé bonne bouffe, quand on a une mauvaise expérience, on sort pas de vidéo pour faire. Mais forcément, souvent, c'est ça. Des fois, on en joue aussi. On sait que quand on a le combo, on est français, on fait une review de Poutine, on va attirer des bons clients. Mais c'est vrai que c'est pour ça que je demande, et que les gens ont peur des fois d'oser créer du contenu. C'est normal, entre guillemets. Dès qu'on atteint un certain niveau de résultats, vous allez attirer des haters. Il ne faut pas s'en bloquer, au contraire, d'oser créer du contenu. Et la plupart des gens ne savent même pas ce qu'ils font. Ils font une insulte, après ils partent manger, ils n'ont rien, pas de vraie haine, entre guillemets. Puis ils ont oublié, puis ils ne penseront plus. Dans la vraie vie, j'ai toujours eu des bonnes expériences avec les gens que j'ai rencontrés. Il n'y a jamais personne qui m'a dit « T'es une merde !» C'est pas jamais arrivé à date. Puis dis-toi que ça aide de toute façon. C'est de l'interaction sur ton post. Complètement. Fait que ça aide quand même à le faire circuler. C'est cynique, mais c'est vrai. Donc, tu sais, il faut pas... Moi, mais je les supprime même plus. Tu sais, ça dépend. Si c'est vraiment intense... C'est insulte qui pourrait être même condamnable... que d'autres personnes pourraient être insultées par ça, là, je l'enlève. Pareil. Mais tu sais, si quelqu'un me dit genre, ah, mon Dieu, c'est dans mes lettres ton chandail, ou genre, où est-ce que tu l'as pogné, ou je sais pas quoi... Je trouve ça juste vraiment drôle, puis je vais le laisser, puis ça va juste faire une interaction de plus. Puis peut-être que quelqu'un dans les commentaires va dire « Ah non, moi je l'aime full son chandail. » Puis là, moi, souvent, à un moment, le problème, c'est parce que souvent, là, pas pendant ce balado, mais j'ai souvent une casquette. Et donc, les gens, ça les énerve quand je vais au resto avec une casquette et que je mange. Et ça, on sentait qu'il y avait certaines personnes d'une génération qui n'est pas la mienne, où là, par contre, mais là, la casquette. Tu pourrais faire un post avec une full grosse casquette sur ta tête, là, mais vraiment exagéré. Mais à un moment, ou alors les gens, ils ont dit, parce que tu sais, des fois, les gens réalisent pas à quel point oui, on est authentique, mais c'est quand même un jeu. Tu sais, des fois, tu es le curseur exagéré de toi-même. Et nous, quand on commence les vidéos, tu sais, on est hyper enjoué et tout ça. Et quand on mange, nous, notre marque de fabrique, c'est qu'on fait... tu sais, on mange et les gens font ils mangent, ça n'a pas d'allure comme ils mangent et tout ça. Et donc, à un moment, on avait fait une réponse au tout début. On avait fait exprès de faire une vidéo où on n'avait juste pas d'expression, comme si on mangeait seul face au mur. C'est bon. Mais tu joues un personnage, c'est aussi dans une certaine mesure, mais c'est vrai qu'il y a des trucs moi aussi qui me font rire. Des fois je regarde ça, je me dis incroyable, les gens sont dingues, ils s'attachent à des trucs, et souvent il y en a qui disent tu peux avoir des haters dans la bouffe, dans l'alimentation. Oui, toi je pense que même quand tu prends des positions collagène, pas collagène. J'ai même vu qu'il y en a qui, des fois, ils n'étaient pas d'accord, alors que tu présentais le pao-pao, il y a des gens qui arrivaient à dire « Ouais, mais je suis pas d'accord. » mais ça, regarde, c'est pour ça que je te dis, TikTok m'a réglé tous mes problèmes. C'est ça aide. Parce que c'est tellement exagéré, et les commentaires vont tellement dans tous les sens. No joke, là. J'aurais le goût de faire un palmarès de tous les commentaires que j'ai reçus pour ce projet-là. Donc, ma vidéo dure 1 minute et demie, et je te présente un fruit, OK?
Mais les commentaires, donc c'est ça, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord sur comment je prononçais le mot pawpaw. Ah, OK. Ah ouais, il y a des gens qui disaient... Parce qu'il y a des gens, mettons, j'ai dit, c'est un fruit d'ici, en parlant de c'est un fruit du Canada. Puis c'est comme, non, c'est pas d'ici, ça vient d'Ontario. Ah. Ou tu sais, ou genre, c'était quoi? Mais des mini... Je te jure, là, des commentaires... Tu sais, j'étais comme, OK, avec chaque mot que j'ai dit... Dans le 1 minute et demie, il y a quelqu'un qui va trouver une façon d'être fâché ou de ne pas être d'accord avec ce mot-là. Mais ça m'a, justement, je suis libéré de tout ça. Puis, dans le fond, juste pour faire un lien sur ce que tu disais, tu sais, rejeter le positif puis rejeter le négatif, j'ai eu une période dans ma vie, surtout à cause de Facebook, où est-ce que, malheureusement, ma valeur était beaucoup trop, ma valeur personnelle, je l'intégrais trop à est-ce que mes posts fonctionnent bien. Bien sûr, ouais. La vanity metrics, ils ont regardé les stats. Puis donc, ça, j'ai comme trop... Puis, encore une fois, ça vient avec le positif parce que tu veux juste en avoir plus, donc tu vas travailler pour les avoir, puis c'est ça qui amène que peut-être tu vas avoir plus de succès, mais en l'inverse, c'est comme, oh my god, un post fonctionne pas, puis là, je suis comme, je suis une merde, ça marche pas, il y a personne qui veut m'écouter, puis je vais plus jamais pouvoir rien faire. Ça, heureusement, je suis vraiment passé par-dessus ça, heureusement. Mais, grâce à TikTok, justement, c'est que j'ai l'impression que l'algorithme est tellement plus aléatoire. Tu sais, souvent, je regarde les métriques, je m'amuse quand même à regarder... 200 000, 30 000, t'as pas le contrôle. Zéro contrôle, et même, des fois, je regarde, je suis comme, OK... Ça, OK, je sais pas si tu vas relate à ce que je dis, mais je regarde, mettons, le nombre de share, like, partage sur ma vidéo, mettons, puis je regarde combien j'ai eu de vues grâce à ça. Puis après, je regarde une autre vidéo que j'ai faite, combien il y avait de like, partage, puis je suis comme, hey, mais le ratio est pas le même, fait que techniquement, il faudrait qu'il me donne au moins autant de vues, oui. parce que j'ai plus de share, j'ai plus de... Mais il me le donne pas pareil. Fait que là, je suis comme, c'est injuste, puis il fait pas, il respecte pas qu'est-ce qu'il devrait faire. Mais bref, je me suis comme tellement... Je suis tellement genre, OK, dans le fond, on a vraiment zéro contrôle. Donc, ça marche bien, cool, tant mieux, le contenu a bien marché, mais le prochain, c'est pour être je pourrais avoir 3 vues sur ma vidéo, je le sais pas. Tant pis, puis là, les gens pourraient m'insulter, puis c'est correct, puis comme j'ai pas... Mais c'est TikTok qui m'a guéri de ça. Parce que c'est tellement... Parce que j'avais l'impression sur Facebook et Instagram que je suis capable de contrôler, ce qui est probablement pas vrai non plus, mais que j'avais l'impression de plus comprendre. Mais TikTok, j'ai l'impression que c'est juste comme... Non. Puis, tu regardes n'importe quel gros créateur de contenu sur TikTok, il n'y en a aucun qui fait des vues. Tu peux pas avoir de constance, effectivement. À un moment donné, en 2020, il y a eu des gros changements là, dans les 2 dernières années où c'est encore plus irrégulier. Mais c'est vrai que tu n'as pas le contrôle. Tu sais dire ce qui est un bon contenu, tu as une bonne accroche, tu as ça. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des rapports de 10 entre 2 vidéos. Hein, tu peux avoir un 10 000 et après 100 000. Et oui, des fois, il y a le sujet qui est plus intéressant. Mais des fois, c'est juste que... Parce qu'en fait, tu vois qu'Insta, par contre, ça va surperformer sur tous. Et là, TikTok, il y en a un qui va être dans une craque, tu sais pas pourquoi. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est, tu sais, c'est dur de tirer des tendances, mais moi, j'adore malgré tout TikTok. Hein, je trouve que c'est le meilleur entraînement pour apprendre à créer du bon contenu, parce qu'après, t'es meilleur sur toutes les autres plateformes. Et comme tu dis, même sur la gestion de communauté, ça peut t'apprendre plein de choses. Mais je voulais ton avis sur le rapport aux haters, parce que c'est vrai que c'est un truc dont on parle peu et souvent, il y a des gens qui ont peur de se lancer sur les médias sociaux par rapport à ça. Mais tu sais, c'est drôle parce que je pense il y a 2 personnes qui me viennent en tête en ce moment sur TikTok, justement, tu sais, Murphy Cooper. Ouais, j'adore, il fait ses chandails et il répond. Lui, il est excellent avec ses réponses. Exactement, donc tu sais que clairement, lui, il a trouvé une façon de répondre à ses haters comme qui lui convient, mais en fait, c'est devenu du contenu, carrément. Exceptionnel. Puis probablement que le monde vont l'insulter juste pour espérer peut-être être dans une vidéo, là, tu sais. Mais je pense aussi je pense que c'est Feu Echo. Je pense que c'est comme des bougies. C'est comme un gars qui fait des bougies. Je sais plus, mais je pense que c'est ça. Mais qu'il va faire des fois des vidéos où est-ce qu'il va répondre justement à des commentaires méchants qu'il a reçus ou peu importe. Puis c'est ça. Puis tu sais, c'est comme ça devient du contenu aussi en même temps. Là, puis justement, c'est que j'essaie de me mettre à leur place parce que moi, mettons, les insultes que j'ai, ça va être soit les gens sont pas d'accord sur ce que je dis ou ça va être une insulte personnelle, mettons. Ben oui, le classique. Mais... Tu sais, quand, mettons, tu fais des bougies, je sais pas, tu sais, ils vont, ou whatever, c'est quoi ton produit, ben là, les gens, ils vont comme peut-être insulter ton produit en tant que tel, puis sur lequel tu as travaillé, fait que peut-être que tu te sens plus le devoir d'y répondre pour rétablir la réputation de ton produit, je sais pas, tu sais, c'est comme, les cornichons, ils goûtent la merde, là, tu sais, je vois un cornichon en arrière, mais tu sais, ben je pense que tu auras comme peut-être pas le choix de répondre. Mais ça dépend de chacun. Je sais qu'il y en a qui sont qui virent un peu fou avec ça. C'est souvent le cas des grands groupes, des grosses entreprises qui veulent masquer de suite. C'est dès qu'il y a un truc. Moi, je le vois aussi des fois que ça peut être une opportunité de répondre, mais il y en a qui, je sais, qui paniquent. Tu sais, je vois des fois des clients ou des gens, quand j'entends parler dans l'industrie, il y a un commentaire négatif. Fais remonter ça à la direction. Bam, qu'est-ce qu'on fait? Des fois, je dis, hey, c'est correct. Il y en a quoi. Des fois, c'est juste une insulte.
Parce que des gens, il y en a qui sont bêtes aussi. Il ne faut pas aussi, des fois, exclure qu'il y a des gens qui sont juste bêtes aussi. Qui veulent juste venir t'insulter pour juste faire du mal. Moi, je dis que souvent, la gestion des haters, c'est qu'on fait du bien aux gens. C'est qu'il y a des gens, ils sont tellement mal qu'ils se disent, je vais aller insulter d'autres gens et qu'on les aide. On est un petit peu des antidépresseurs. Un exutoire. On est un exutoire. Il y en a, c'est ça, ou il y en a qui juste conscientisent pas que derrière des audiences, il y a des humains et que même si on a plusieurs dizaines de milliers de personnes, on voit. Et souvent, on a le biais qu'on voit souvent plus le négatif que le positif. Donc, très intéressant. C'est un petit peu lié à la question que j'ai envie de te poser par la suite. Tu es une personnalité publique aussi. Est-ce que c'est facile de concilier le côté, toi, Bernard Lavallée, et le côté personnalité publique? Comment tu gères ça? Est-ce que quand tu sors, tu as beaucoup d'interactions? Est-ce qu'à des moments, tu ressens une certaine pression? Comment tu gères ça? Ouais. Ça aussi, j'ai fait beaucoup de travail personnel là-dessus. C'est un petit peu lié aux haters, mais de manière plus large, tu sais, c'est... Pour moi, c'est pas... dis ça, ouais. C'est pas que ça, ouais. Heureusement, justement, tu sais, pour faire un lien, tu disais, jamais dans la vie, les gens vont m'insulter en pleine face. C'est sur les médias sociaux qu'ils vont m'insulter. C'est la même chose, moi aussi, dans la vie. Il y a jamais personne qui est venu pour me dire... Fuck you, t'es une merde, genre je te déteste, puis genre commencer à m'insulter, genre c'est jamais arrivé. Puis peut-être ça arrivera un jour, mais on sait très bien que les gens ils se cachent derrière leur clavier pour écrire, puis that's it. Donc au contraire, mes interactions en public sont beaucoup plus positives. Puis c'est drôle parce que je suis comme à un niveau de célébrité qui est comme entre deux. C'est-à-dire que ma face est assez connue pour qu'il y a bien du monde qui m'ont vu à quelque part à m'amener. Mais souvent pas assez connu pour qu'il y ait bien du monde ils m'ont vu, mais ils savent plus trop de où est-ce qu'ils m'ont vu puis qui je suis. Donc là, ça va être genre, ils pensent qu'on s'est vu la semaine passée, ils pensent que je suis un ami, ils pensent que je suis un voisin. C'est terrible. Il y a le visage qui parle, mais tu sais pas d'où, tu sais pas de est-ce qu'on s'est déjà vu en vrai. Ça m'arrive de temps en temps de comme hey, ça fait longtemps. Ou alors ta face me parle. Oui, c'est ça. Est-ce que tu vas là régulièrement? Non, pas du tout. Exactement. Fait que ça m'arrive. Mais sinon, oui, j'ai quand même en fait, le classique. Je sais pas pourquoi, mais non, je sais pourquoi, mais le classique, c'est je vais dans un bar ou dans un club là, le soir, puis là, les gens, ils sont sous, puis là, ils viennent me parler. Ah, OK. Donc, parce que là, ils sont plus gênés. Ils sont plus gênés, puis là, ils viennent m'aborder. Fait que c'est sûr, à 100% du temps, si je sors dans un restaurant, un bar, où est-ce qu'il y a l'alcool puis que les gens boivent, c'est sûr, à 100% que quelqu'un vient me parler pour... Mais c'est toujours positif. Toujours positif. Et dans le métro, dans la rue, est-ce que tu ressens des fois des petits appareils photos ou des non. Ben, des regards, oui. Des regards, des regards souvent, mais tu sais, je me suis comme habitué à juste plus regarder. Dans le fond, je regarde vraiment comme droit devant moi, puis comme je croise pas le regard des gens parce que justement, c'était comme... Ça m'arrivait trop souvent de sentir que les gens me regardaient, puis ça me mettait mal à l'aise. Parce que justement, je suis un introverti dans la vie. C'est ça l'affaire. C'est comme, tu sais, moi, j'aime comme passer incognito, puis juste comme... tu sais, comme là, en ce moment, c'est l'hiver. Là, je mets mon foulard, tu sais, je le mets genre jusque-là, tu sais. Je comprends. Fait que c'est ça. Mais bref, il reste que je suis très chanceux parce que les gens sont full respectueux. C'est juste du positif tout le temps, puis ça fait vraiment plaisir. Là. On s'entend-tu que si tu viens me voir pour dire comme « Hey, j'aime tellement ce que tu fais! » Ben oui. Ben merci, et comme merci, là. Tu sais, je suis très heureux, puis ma vie est belle après ça, là. Fait que tu sais, je vis quand même très bien avec ça. Mais... il y a eu une période où est-ce que je ressentais cette pression-là publique. Ouais, c'est ça que de comme, OK, genre, faut que je fasse attention. Puis tu sais, ça m'arrive, là, tu sais, justement, que je passe une soirée à quelque part, que je suis comme, OK, personne ne m'a parlé, puis whatever. Puis à la fin de la soirée, quelqu'un fait un commentaire, que là, je catch que, OK, dans le fond, tu savais qui j'étais, puis tu me l'as pas dit depuis le début. Ça, c'est genre, toujours quelque chose. Ça m'arrive très souvent. Fait que là, je réalise, OK, dans le fond, peu importe où est-ce que je suis, il y a du monde qui me connaissent, puis qu'après ça, ils peuvent aller... Tu dois plus être dans le contrôle. Comment je vais avoir agi, ça se pourrait que quelqu'un en parle après ça. Mais c'est pas comme si dans la vie, je suis comme... je vais pas faire quelque chose. C'est ça. Mais mettons que ça me tentait, là. Tu sais, mettons que ça me tentait, je me dis, hey, ça me tente de me saouler, puis de, genre, danser ma vie, puis genre, oublier tout ça. Ouais, t'as un devoir, entre guillemets, c'est comme... de tenue, on va dire, de présence. Je peux pas vraiment faire ça parce que, justement, tu sais... Fait que ça vient un peu avec ça, mais tu sais, je vis quand même très bien avec. Puis justement, là, le monde sont toujours très positifs. Puis en même temps, même je te dis ça. Puis je suis OK, mettons que quelqu'un voit que je suis sous, genre, c'est comme... Je pense à ça parce que c'est comme la seule chose dans ma vie que je me verrais qui est comme censé être mal. Là, fait que, tu sais... OK, so what? Genre, tu sais... Fait que non, c'est ça. Donc tu le vis bien, tu sais, le fait d'avoir... Mais maintenant, oui, mais j'ai travaillé là-dessus. Genre, j'ai vraiment travaillé là-dessus. Parce que ça a quand même été vite, après, à partir de 2014, quand tu as eu tes premières expositions médiatiques. En fait, où est-ce que j'ai eu le vrai gros déclic, c'est j'ai fait Tout le monde en parle, genre en 2018.
Là, forcément, ça a switché. Fenêtre d'exposition. Ça a vraiment switché du jour au lendemain. Les gens m'arrêtaient dans la rue. Ah ouais, direct. Ça m'était pas arrivé avant, puis là, du jour au lendemain. Dès le lendemain, ouais, c'est évident. Ouais. Puis là, depuis, c'est comme ça, ça a jamais... c'est jamais reparti. Parce que c'est comme... J'ai vu le switch du jour au lendemain, puis c'était ça. Intéressant. Je trouve ça toujours intéressant d'avoir le retour sur c'est quand même... C'est pas commun du tout, tu sais, d'avoir une vie publique aussi où tout le monde a l'impression un petit peu, pas que tu appartiens à tout le monde, mais que tout le monde a l'impression de te connaître et d'avoir un lien avec toi. Le pire, c'est que je me répète, mais je suis pas si connu que ça, là. Moi, je pense à des vraies grosses vedettes. Ah, moi aussi, des fois, quand je pense à ça. Oh my God, ça doit être intense. Ça doit être intense, ouais. Vraiment, là, tu sais. Je peux pas sortir. Je sais pas, c'est ça, je sais pas comment. Que ce soit à l'échelle d'un pays, c'est compliqué, ou même quand tu es à l'échelle internationale, là, tu sais que tu n'as plus de point de fuite, quoi. Ouais, mais je veux dire, même au Québec, là, tu sais, des grosses vedettes québécoises, je suis comme, oh my God, c'est comme. Ouais, non, c'est clair. C'est intense, là. Fait que je suis comme, OK, à mon niveau, c'est genre, je suis capable, là, ça, c'est encore très après, correct. C'est par palier, c'est clair que si derrière. C'est ça. OK. Mais oui, j'ai appris avec. Puis, mais tu sais, l'autre affaire aussi, c'est mon entourage, puis mon chum en particulier, que ça aussi, ils ont dû apprendre à vivre avec, tu sais. Parce que oui, les gens, ils viennent plus me voir si je suis tout seul. Tu sais, ça m'arrive souvent, mettons, je suis avec une gang de gens, mais à la seconde que je me retrouve tout seul, parce que, mettons, ils sont partis aux toilettes ou whatever, à la seconde, quelqu'un vient me parler, comme il attendait juste que je sois tout seul pour venir me voir. Mais sinon, c'est ça, mon chum, il a dû vraiment apprendre à comme... C'est normal. Parce que là, c'est ça, là, c'est comme on est genre en train de manger au restaurant, puis là, quelqu'un vient nous parler, ou tu sais. Là, il est rendu... c'est un pro! Ouais, c'est un pro! Mais au début, c'était comme... OK, c'est bizarre. Non, mais c'est vrai que c'est pas anodin, donc j'ai profité que tu sois là pour te poser la question. C'est un petit peu dans la même idée, enfin, là, on est plus dans la section leçon-conseil. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut développer sa marque personnelle? Parce que là, tu sais, on est rendu de plus en plus là. Et moi, ce que je recommande à n'importe quelle entreprise, d'humaniser vos entreprises. Aujourd'hui, on s'intéresse aux humains dans les entreprises, même à très grande échelle. Les plus grandes entreprises du monde, quand on pense à Apple, on pensait à Steve Jobs, maintenant Tim Cook. Tesla, il y a Elon Musk. On est rendu là au niveau international. Toi, si tu devais donner des conseils à soit quelqu'un qui veut devenir une personnalité publique dans son industrie, nutrition ou autre, ou même une entreprise qui veut développer sa marque personnelle, un dirigeant, qu'est-ce que tu pourrais donner en conseil? Ouais, je suis 100% d'accord avec toi. Je pense que c'est la voie, si tu veux, c'est vraiment plus facile, en fait, parce que les gens, ils veulent connecter avec des humains, parce que tout le monde est tout seul, puis tout le monde, comme, c'est ça, va sur les médias sociaux en se faisant croire que tu connectes avec des vrais êtres humains, ce qui, je pense pas, est nécessairement le cas, mais on remplit peut-être un certain besoin, justement. T'sais, parce que justement, mettons, les gens, ils vont souvent me dire qu'ils pensent qu'on est des amis. Ça m'arrive très, 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 très souvent. Fait que, je pense qu'on vient remplir ça. Donc, oui, marque personnelle, avoir ton visage, puis être là, je pense que c'est vraiment très bien. Mes conseils, c'est réfléchir à faire du contenu que tu veux vraiment, qui te parle vraiment, là. Ne fais pas du contenu parce que c'est populaire, ne fais pas 100%. Du contenu parce que tu penses que tu dois faire du contenu. Pense à c'est quoi tes valeurs personnelles à toi. Pense à ton propre vécu. Va tirer de ton vécu, de tes expériences. Pense à ce que tu vois sur les médias sociaux qui te gosse ou à l'inverse que t'aimes. Pourquoi ça te gosse? Pourquoi t'aimes ça? Qu'est-ce que toi tu pourrais amener de plus de par ton expérience? Puis ça peut être des trucs justement personnels de genre, je suis une femme, je suis un homme, je suis gay, je suis hétéro, j'ai immigré au Québec, peu importe. Pense à qu'est-ce qui fait que toi, tu es différent de toutes les autres personnes qui communiquent sur ces sujets-là. Et ça va devenir tes forces et ça va devenir les raisons pour lesquelles les gens vont te suivre. C'est parce que toi, tu amènes un angle différent à un sujet qui a sûrement été répété 150 000 fois. Parce que justement, on parlait de bougies tantôt, des compagnies de bougies, là, hey, si tu veux acheter une bougie, je pense que tu as en masse le choix. Exact, c'est clair. Donc, la raison pour laquelle les gens vont décider d'acheter ta bougie versus celle de quelqu'un d'autre, c'est peut-être parce qu'ils t'aiment toi. T'sais, oui, ça peut être l'odeur, oui, ça peut être le design et tout ça, mais si tu tripes sur la personne qui l'a fait puis que tu comprends son processus, peut-être que tu vas avoir encore plus de vouloir acheter ce produit-là. Donc, oui, réfléchis vraiment à qui tu es. Et personnellement, qu'est-ce que tu es prêt à mettre sur la table aussi? Parce que des fois, il y a des côtés de nous-mêmes qu'on veut pas montrer. Tu sais, on va toujours être des personnages. Puis je pense que c'est sain d'être un personnage. Bien sûr, pour se protéger aussi d'une certaine mesure. Parce qu'à un moment donné, tu sais, je pense que c'est très dangereux. Très dangereux. C'est risqué. De moins, plus tu vas en donner au public, oui, plus ils vont aimer ça, mais plus après ça te rend vulnérable. Puis c'est comme, OK, qu'est-ce qui me reste à moi que les autres ne savent pas, tu sais? Puis que j'ai tout dit, puis tout le monde sait tout sur moi, puis sur ma vie privée. Fait que réfléchis à qu'est-ce que tu es prêt à dire, qu'est-ce que tu n'es pas prêt à dire. Mais sinon, c'est vraiment réfléchir à qu'est-ce qui fait vibrer toi, là. Puis après ça, ça va
sortir. Ou après ça, tu vas être capable de créer quelque chose. Mais je pense que si tu décides de partir d'une compagnie, justement, tu es comme, je veux partir des boissons gazeuses parce que les gens, ils aiment ça, boire des boissons gazeuses, mais que tu n'as pas vraiment un lien avec ça. Tu sais, je vois pas... Je pense que ça va se ressentir, en fait. Je suis d'accord. On a besoin de... Faut que tu sois vrai. Sinon, ça va se ressentir puis ça marchera pas aussi bien. Puis tu vas avoir l'impression peut-être que tu fais la même chose que quelqu'un d'autre, que ça marche full bien. Puis t'es comme, voyons, j'utilise tout exactement les mêmes codes. Je fais tout exactement la même chose, les mêmes contenus que quelqu'un d'autre. Puis moi, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Peut-être parce que les gens, ils ressentent que c'est pas vrai. Puis aussi, la raison pour laquelle c'est important de s'écouter, je pense, puis de dire, faut que ça parte de l'intérieur. Puis c'est ça qui va être ton moteur. C'est parce que partir une business, ça va te demander beaucoup de temps et beaucoup de motivation. C'est clair. Donc, si ça vient pas de l'intérieur puis que tu as un feu à l'intérieur de toi qui te dit « je veux », ça marchera pas. Tu voudras pas mettre le temps qui est nécessaire pour être capable, je pense, d'arriver là où tu veux. Donc, pour moi, je pense que c'est quand même important de se connaître si tu veux te faire une marque personnelle. Très bon conseil. Honnêtement, j'aurais pas dit mieux. Tu as tout dit. C'est d'être fidèle à soi-même aussi. Comme ça, on peut pas regretter quand on est soi, quoi, au final. Exact. Et là, tu peux pas dire, j'ai pas aimé ça. T'étais toi-même. Ça arrive des fois qu'on dit, je le ferai différemment. Mais au moins, t'es en accord avec ce que tu partages. Oui. Et ça amène une confiance. Ouais. Puis, dans le fond, pour faire le lien de quand tu parlais des haters puis des commentaires que je reçois, c'est si je suis fidèle à moi-même et que j'ai dit ce que je pensais vraiment, ben les haters m'atteignent beaucoup moins parce que, regarde, moi, c'est ça que je pense. Peut-être que tu n'es pas d'accord, puis peut-être que j'aurais dû dire, mettons, l'opinion que tout le monde pense, on va dire que tu dis. Ouais, exact. Et encore que là... Peut-être tu dis genre, je vais pas aller à contre-courant parce que c'est ça que je pense vraiment, mais je veux pas y aller parce que ça serait beaucoup plus populaire si je parlais de cette façon-là. Puis là, tu le fais, puis là, tu vas recevoir des critiques aussi parce qu'il y en a qui pensent là. Puis là, tu seras pas capable de protéger ce que tu as dit, puis de défendre, en fait, ce que tu viens de dire. Non. Il y aura toujours du désaccord. Exactement. Pense à qui tu es, qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce qui t'allume, te motive, c'est quoi tes valeurs, et embarque ça et choisis ce que tu veux mettre de l'avant dans ta marque. Puis je pense que c'est ça qui est le plus important. Parfait. Merci pour ces conseils. Là, on est à un moment où on est rendu ce qu'on appelle la séquence entrée, plat, dessert. Okay. C'est des questions, entre guillemets, un peu plus spicy, pas tant que ça. Il y en a 3, entrée, plat, dessert. La première, c'est l'entrée. C'est pas tant spicy, mais je suis curieux, peut-être que les gens se demandent ça. C'est si tu devais faire plus qu'une seule chose, ce serait quoi? Est-ce que ce serait, par exemple, de la nutrition ou même à l'inverse, carrément, même sortir de la nutrition, mais faire du média et devenir juste... comme tu disais, des fois tu te déguises et tout ça, et t'es juste un animateur, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Oh mon Dieu. Dans le fond, il faut que je reste. Pour moi, c'est l'alimentation. Elles sont un peu plus difficiles. Oui, dans le sens où, pour moi, c'est l'alimentation, c'est mon moteur. C'est ça ma motivation, c'est ça qui m'intéresse le plus. Donc, c'est là faut que je reste dans le milieu de l'alimentation. Ça, j'ai pas le choix. Mais j'ai besoin de le communiquer, cette affaire-là. Tu n'as pas le choix. Non, mais dans le sens où, imaginons que... OK. Non, j'ai pas le choix. Là, au fond de moi-même, moi-même, je n'ai pas le choix. C'est ça qui m'intéresse, puis c'est ça que je veux faire. Donc, pour moi, c'est vraiment la chose qui me motive le plus. C'est le milieu de l'alimentation. Mais c'est le milieu de l'alimentation pour le comprendre et le véhiculer. Mais versus, si tu me disais, demain matin, là, je peux devenir l'animateur d'un quiz télévisé, on va dire, jamais. OK. Jamais. Puis... à l'inverse, tu ne pourrais pas ne jamais plus faire de médias sociaux, médias traditionnels. Non, parce que j'aime trop communiquer. Puis tu sais, dernièrement, dans la dernière année, j'ai fait beaucoup de changements dans mon entreprise pour avoir plus de temps pour créer du contenu, parce que ça me manquait. Puis là, enfin, en 2025, cette année, je commence à avoir plus de temps pour faire du contenu et je suis comme, c'est ça que j'aimais. C'est comme ça que j'ai commencé il y a 10 ans. C'est ça que je veux faire encore, mais je me suis perdu à quelque part parce que j'ai une business à gérer, parce que j'ai des contrats, parce que ça, j'avais plus le temps. Et là, de me redonner le temps, je suis comme, mais c'est ça que j'aime, là, juste partager mes connaissances, puis faire du contenu, puis écrire au monde, c'est ça que j'aime faire. Mais je me verrais pas justement faire le clown qui n'a pas rapport avec l'alimentation. Ça, je me verrais vraiment, vraiment pas le faire parce que je suis capable de justifier mon travail par le fait que je me considère comme quelqu'un de, mettons, spécialisé dans mon domaine qui s'y connaît. C'est pour ça que je considère que j'ai le droit de créer du contenu. OK, ouais. Tu comprends? Mais à la fois, tu ne devrais pas être, entre guillemets, nutritionniste
classique dans ton bureau. Mais ça qui est intéressant, parce que souvent ça paraît évident, et c'est la même réponse qu'Oli. Oli m'a carrément dit, je lui ai dit, si tu devais soit chef, soit faire de la télé, tu devais choisir de faire de la télé. OK. Parce que c'est vrai que tu te rends peut-être pas, les gens se rendent peut-être pas compte, mais à quel point c'est vrai que c'est quand même galvanisant. Il y a une adrénaline intéressante dans le fait de prendre la parole dans les médias. Quand même, c'est quand t'aimes ça, c'est vrai qu'à un moment donné, tu deviens un petit peu accro. Comme tu dis, tu ne pourrais pas arrêter et juste être nutritionniste et te dédier qu'à l'alimentation. Si tu ne pouvais pas partager, c'est toujours une notion de partage avec les gens, médiatiquement, que ce soit sur des médias sociaux ou autres. Donc, c'est ça que je trouve intéressant. Les gens pourraient peut-être se dire, c'est sûr qu'il va dire nutritionniste, il est nutritionniste, mais à la fois, tu ne peux pas choisir. Ouais, non, c'est impossible. C'est ça. Puis j'aime trop la créativité des médias, justement. Si j'en ai besoin de créer des choses, c'est nécessaire. Vraiment. Parfait. Et donc, le plat, j'en ai deux, on va voir. En tout cas, la première qui m'est venue en tête, c'est si demain, tu étais au gouvernement, c'est quoi la première loi sur l'alimentation que tu ferais passer? Je sais déjà, ce serait par rapport à l'insécurité alimentaire. C'est le principal problème présentement. C'est que les taux d'insécurité alimentaire ont explosé au Québec, au Canada, mais partout dans le monde. Mais au Québec, c'est problématique. Et donc, d'un point de vue de santé publique, si on veut vraiment aider les gens, arrêtez de me parler de quelle tomate est la meilleure et arrêtez de rentrer dans les petits détails de qu'est-ce qu'on fait, là. La chose qu'il faut changer, c'est du point de vue de l'insécurité alimentaire. Et la science est claire à ce sujet-là. Il y a plein de chercheurs super importants et intéressants qui se sont penchés sur la question. Il faut régler la pauvreté. Ça va passer notamment par l'augmentation du salaire minimum, mais ça peut passer aussi par une accessibilité plus grande à des fruits et des légumes. Donc, mettons des coupons qu'on pourrait prescrire, mettons que des médecins prescriraient ou qu'on donnerait à des gens pour pouvoir s'acheter des fruits et des légumes dans des marchés, des choses comme ça. Il faut qu'on traite l'insécurité alimentaire et en fait, qu'on traite la pauvreté pour être capable de traiter l'insécurité alimentaire. C'est la chose la plus importante qu'on a à faire comme nation. C'est ça. Parce que tous nos autres problèmes, ou en fait, on a bien de nos problèmes qui découlent de ça. Ouais. Les soins de santé, c'est clair, bien sûr, seraient bien moins chers. Donc, ce serait un investissement, mais qui nous rapporterait et on aurait juste des gens qui seraient heureux et qui peuvent manger dignement à leur faim tous les jours, là. Donc, pour moi, ça, c'est le plus important. Incroyable. C'est une bonne réponse. Encore plus, et là, on parle de bouffe beaucoup dans ce balado d'alimentation. Quoi de plus basique et en premier lieu, que tout le monde ait cette opportunité-là de manger à sa faim. Donc, vraiment. OK. Dans un autre registre complètement différent, j'en avais mis 2 pour le plat. Qu'est-ce que tu penses des appellations de lait d'avoine pour une boisson végétale ou steak d'haricots? Moi, je m'en fous. Je sais qu'il y en a qui sont dans des polémiques, mais je voulais savoir ton point de vue. En fait, c'est drôle parce que justement, en France, c'est beaucoup plus... En France, c'est un débat. Récemment, là, encore plus, c'est interdit, je crois même. Tu n'as plus le droit. Oui, exactement. Ils ont changé. Mais ça, c'est très intéressant parce que je pense que culturellement, en France, ça, c'est ma vision extérieure, c'est la culture culinaire française est un... Voici le cube, voici le carré dans lequel ça s'inscrit et ça n'a pas le droit de sortir de ce carré-là. Et comme on est les meilleurs, on a la meilleure gastronomie, puis ça peut pas sortir, on doit pas trop inventer, on doit pas trop sortir de ça. Puis j'ai l'impression que, mettons, tous ces produits végétaliens sont critiqués parce que, justement, on dirait qu'on attaque la culture culinaire française. Puis d'ailleurs, je me souviens très bien, j'avais vu un reportage à un moment donné, je me souviens plus, c'est peut-être Cache Investigation, tu sais quoi? oui, sur le service public, sur France 2. C'est ça. Puis tu sais, je pense que c'était ça, mais peu importe, dans ce genre-là. Et c'était sur... ça devait être... C'était-tu sur le Nutri-Score, peut-être? Donc, tu sais, peut-être, je ne sais plus c'était quoi, mais grosso modo... Donc, on sait c'est quoi, le Nutri-Score, c'est grosso modo de donner une lettre ou un score. je crois, entre A, B, C, D, E, selon la valeur nutritionnelle des aliments. Puis là, ce que ça faisait, c'est que les charcuteries et les fromages, mettons, allaient avoir des mauvais scores parce que ça contient des nutriments qui sont considérés comme pas bons, selon la santé publique. Mais un des arguments qui était mis de l'avant par l'industrie de la viande et du lait, c'était ça va détruire la culture culinaire française. Si on se met à avoir des mauvaises notes, ça attaque carrément la gastronomie, ça attaque notre culture. Puis j'avais trouvé ça très intéressant parce que je me suis dit, au Québec, cet argument-là, il vaudrait rien pantoute. Si jamais une industrie va nous sortir, ça va détruire la gastronomie québécoise, ça va détruire notre culture culinaire. C'est pas un argument assez fort, mais en France, tu vois que ça l'est vraiment. Donc, c'est pour ça que c'est une aussi grosse controverse, je pense, les laits végétaux et compagnie. Ici, je l'ai entendu quand même, ici, tu sais, quand des fois je rencontre des agriculteurs et tout ça. Mais pour moi, je pense, ici, ce sont des intérêts commerciaux. Ouais, je comprends. C'est-à-dire, les gens vont se tromper.
parce qu'ils vont penser que c'est du lait ou ils vont penser que c'est... Et tout ça. Et donc là, il faut s'assurer qu'on reconnaisse bien les produits. Mais moi, je m'en fous complètement. Puis je suis comme... Est-ce que vraiment ça mélange? Je comprends qu'il ne faut pas tromper les consommateurs, mais dans ma tête, lait d'avoine, je pense que c'est assez clair que c'est pas du lait. T'sais, je sais pas. Mais... Comme les gens, lait au chocolat, ils comprennent qu'il y a du chocolat, donc lait d'avoine, oui, c'est ça. Oui, exactement. Mais oui, exactement, c'est ça. Fait que non, effectivement, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange, mais je trouve ça intéressant, pourquoi ça dérange. Exact. D'ailleurs, je vais faire une plug, mais on a fait un épisode de podcast dans nos premiers épisodes, là, genre il y a 6 ans, qui était spécifiquement sur cette question-là. On avait reçu Jean-Philippe Cyr, qui est chef vegan, pour parler de pourquoi les végétaliens veulent parler de viande végé puis de lait végétal, puis on réfléchit à ces questions-là. Ben allez écouter ça. Sur quelle plateforme d'écoute? C'est sur Audio. Audio. O-D-H-I-O, c'est ça? O-H-D-I-O. C'est ça, Audio. Ouais. Super. Et ça, c'est la question pour le dessert que je pose à absolument tout le monde, tous les invités. Si tu pouvais voler une idée marketing à une autre marque ou le marketing entier, lequel ce serait? Par exemple, Oli, il a dit, moi, ce serait Ricardo. Je volerais marketing de Ricardo. Ça dépend. Il y en a qui ont dit Distillerie Trois Lacs, il a dit Boréal. J'adore ce qu'ils font, j'adore Maxi aussi. Ça peut être juste un élément ou alors un truc que toi t'aimes et que tu dis waouh, là ils sont vraiment bons là-dedans. Ben, tu vois, j'ai parlé tantôt de Amin Labi, mais clairement que ça, pour moi, c'est un modèle. Là, de me dire si je pouvais me rendre à ce qu'il fait, puis de me dire d'avoir justement mon petit studio de vidéo, parce que dans le fond, c'est ça, sa stratégie est médias sociaux. Contenu, 100%. Puis moi, ça me parle beaucoup, là, c'est comme type de stratégie. Fait que j'avoue que lui, je tripe vraiment gros sur qu'est-ce qu'il fait. Je pense que ce serait probablement ça ma réponse. Trop bien. En plus, Amin, on le recevra probablement dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Donc, c'est vrai qu'il est excellent. Tu le vois, en plus, il attaque YouTube, qui est une autre plateforme qui fait peur à beaucoup de créateurs de contenu, parce que format long, mais super. Là, on arrive à la dernière partie. On est à la fin de ce balado. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de partager, une actualité ou un truc à dire à l'auditoire? Qu'est-ce que tu as envie de dire pour terminer? Mon Dieu, qu'est-ce que je veux dire? C'est un gros... c'est une grosse pression de terminer sur une parole de sagesse. Mais en plus, ça fait 2 heures qu'on est là, donc déjà, il faut remercier les gens déjà. Oh mon Dieu, merci bravo, écouté 2 heures. Oh mon Dieu, je parle beaucoup trop, mais c'est parce que je trouve ça très... j'aime ça comme parler de... C'est hyper intéressant. Bref, regarde, si vous êtes intéressé par ce que je fais, suivez-moi sur les médias sociaux. La meilleure façon de me suivre, c'est Nutritionniste Urbain. Sur Instagram, sur TikTok. Sinon, il y a mon balado. On s'appelle On Déjeune. Il y a l'émission Moi je mange à Télé-Québec aussi. C'est pas mal là que vous pouvez me retrouver. Et voilà. Fait que je pense que c'est ça. C'est mes petites plugs. Parce que mes produits, le temps que les gens écoutent ce balado-là et qu'ils vont l'écouter, mes projets vont avoir évolué. Fait que la meilleure façon de savoir exactement ce qui se passe, ça va être... C'est parfait. Merci à vous qui avez écouté, regardé ce balado. Pour ceux qui sont encore là, je vous l'avais dit, si vous voulez faire appel à une firme marketing, allez chercher pour refaire votre image de marque, gestion des médias sociaux. Si vous dites que vous venez de la part de Mangeons Marketing, vous avez moins 10%. Bravo aux courageux, aux courageuses qui ont écouté, regardé jusqu'à ce moment-là. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez tout simplement mettre une note sur les plateformes d'écoute. Et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Bonne journée, bonne soirée. Ciao.